Je vais tout de suite passer la parole au professeur Claude Anano, HEC Montréal. Claude, Oui, je suis avec vous. voilà. Donc, Bonjour à Claude tous et à Anano. toutes. Donc, je vais donner la parole à Claude Anano qui va nous faire une animation, une conférence. Il va animer une conférence. Comment démarrer son entreprise avec une approche innovante, l'approche SINOP. Donc, Claude Anano habite au Québec depuis plus d'un demi-siècle, originaire de France, mais son père est né en Algérie à Sol-Roselaine et son grand-père est enterré à Alger. Il se définit comme un serial entrepreneur. Il a créé plus d'une dizaine d'entreprises dans différents secteurs: aviation, hôtellerie, édition juridique, distribution de matériel médical, support publicitaire, agence de presse, etc. sur les 3 continents. Il a fait des études en gestion MBA de HEC Montréal en droit, membre du barreau du Québec depuis 1980. En économie, il a fait des études aussi en journalisme. Mais pour lui, sa meilleure formation a été d'être chauffeur de taxi à 20 ans. Chauffeur. Pas Chauffeur de chanteur, taxi. chauffeur. Chanteur, Un je ne sais pas ce que chauffeur ça de m'aurait. taxi à l'âge de 20 ans. Et je vous expliquerai pourquoi c'est ma meilleure formation. Voilà. Depuis plus de 22 ans, il enseigne à HEC Montréal en entrepreneuriat et management des PME. Il donne également des cours en France, à La Réunion, au Maroc et à l'INCG en Algérie depuis 4 ans. Tu deviens certifié, Claude. Hein? Complètement. Non satisfait d'enseigner le business plan, il conçoit en 2005 une nouvelle approche afin de propager chez les étudiants le goût d'entreprendre. Cette approche remet en question ce fameux business plan. En 2010 et 2012, il est le co-auteur de 2 livres sur cette approche. L'approche SINOP reçoit plusieurs prix d'innovation pédagogique et en 2014, Claude reçoit le prix aussi de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Claude remet en question plusieurs paradigmes sur le démarrage d'entreprise après son expérience de terrain. C'est ce dont il va nous parler aujourd'hui. Merci Claude. Alors merci Ali, merci à vous tous. Je vais vous partager alors mon PowerPoint. Voilà. Oh là, je suis pas. Attendez, je ne suis pas au bon endroit. Je me doutais de quelque chose. Je vais arrêter. Alors, je vais les rechercher. Attendez. J'aurais dû me préparer sur. Voilà, on va partager. Bon, on va essayer de partager maintenant. Très bien. Alors, j'ai fait mes diapos là pour que vous puissiez mettre des fois le. Je les ai décalés un petit peu parce que des fois, comme on a nos autres présentations. Alors, avant tout, je voulais vous dire, là, on n'a que 45 minutes, 50 minutes. Il me faudrait 25 heures pour vous expliquer toute notre approche qui s'appelle SINOP. SIN qui veut dire avec, hop, l'opportunité. Donc, depuis 2005, j'ai créé cette approche parce qu'on m'avait demandé d'enseigner pendant quelques années à HEC le business plan. Et à un moment, j'ai dit à mes étudiants, je n'y crois pas, mais est-ce que vous voulez que je vous présente quelque chose de plus concret, plus pragmatique? Et les étudiants m'ont dit, oui, allez-y. Et depuis ce temps-là, maintenant, je diffuse un petit peu cette approche pédagogique. Donc, on parle bien de démarrage d'entreprise, hein, qu'on ne fasse pas de confusion. Là, ce n'est pas après le développement d'une entreprise, c'est le démarrage d'entreprise. Donc, j'ai fait un MOOC. Aujourd'hui, je suis à 18 000 personnes qui se sont inscrites à ce MOOC. Donc, si vous faites Edulum MOOC Anano 5e édition, on en est à la 5e édition, vous pourrez voir ce MOOC. C'est gratuit et il est ouvert en tout temps. Il n'y a pas des semaines où ça démarre ou pas. Alors,
là, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas avancer. Bon, comment ça se fait là? Oh, ça, j'aime pas ça. Je dois appuyer sur... Comment ça se fait que... Voilà, ça devrait... Voilà. Alors, j'aimerais vous expliquer un petit peu, je suis reconnu pour ça, alors c'est ça que je vais vous expliquer. Je remets toujours les choses en question. Et ça a été mon côté d'être serial entrepreneur. Et avec ce qu'on vit aujourd'hui avec la Covid, il n'y a rien de mieux, hein. Tout est remis en question. Donc moi, depuis l'âge de 15 ans, j'en ai presque 70. Ça fait 55 ans, je remets les choses en question. Mes parents ne m'ont pas toujours aimé parce que je remettais souvent leur autorité en question. Et c'est ce que je vais vous expliquer avant pour que vous compreniez après un petit peu. On va prendre qu'un aspect de mon approche parce qu'on n'a pas le temps, mais je vais vous expliquer ma philosophie en amont de mon approche. Alors la première, c'est est-ce que tout le monde a un potentiel entrepreneurial? Alors d'après moi, tout ce que je vais vous dire, c'est d'après moi, hein, c'est ma façon de voir les choses, c'est je dis oui. Alors ce potentiel peut être plus ou moins développé, il peut être aussi plus ou moins suivant les environnements favoriser, alimenter ou quoi que ce soit. Vous avez des sociétés, des régions, à titre d'exemple au Québec, on a une région qui est très défavorisée en soi au niveau géographique et qui est très, très, très entrepreneuriale. Alors vous avez comme ça des ethnies, des groupes géographiquement, des peuples ou quoi que ce soit qui vont être un peu plus entrepreneuriaux que d'autres, on le verra à cause de pourquoi, et souvent c'est une question plus culturelle. Et j'aime enseigner, moi, dans des pays où on me dit « Ah, mais ici, M. Hanenou, on ne peut pas entreprendre. » J'étais encore au Maroc il y a peu de temps. « Oui, mais ici, on ne peut pas. » Alors je dis « venez à Montréal si vous pensez qu'on ne peut pas entreprendre au Maroc. Puis moi, je vais venir au Maroc et je vais entreprendre. » Alors d'après moi, l'homme des cavernes était un entrepreneur. D'accord ? Il a tué pour mieux s'habiller, il a fait des armes. Et c'est ça, entreprendre. Hein, c'est modifier son environnement. Et c'est qu'une évolution. Et à cette époque-là, je peux vous assurer, il n'y avait pas de business plan de toute façon. Alors, pour moi, quand je dis donc tout le monde a un potentiel, c'est que chaque entrepreneur est unique. N'essayez jamais de copier un autre. Hein, vous êtes unique avec vos forces, vos faiblesses, votre culture, votre réseau, vos aptitudes, votre santé, votre handicap. Mon meilleur entrepreneur que j'ai jamais eu, moi, à HEC, il était tétraplégique. Quand je l'ai vu arriver en classe, j'ai paniqué un petit peu. Or, c'est celui qui a le mieux réussi de tous mes étudiants. Et en partant, j'aurais pu le juger, mais j'aime pas juger. Donc, tout le monde a ce potentiel entrepreneurial et vous êtes unique. Donc, votre entreprise sera à votre image. N'essayez pas de copier quelque chose d'un autre. Alors, ce fameux plan, ça a été un petit peu ma marque de commerce au tout début. J'ai été pas mal dans les médias et j'étais un petit peu ce que j'appelle le Copernic du monde du business plan. Alors, Copernic, en 1534, a osé dire que ce n'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre, mais la Terre qui tournait autour du Soleil. Bon, il a été excommunié pendant 400 ans par le Vatican et en 1903, je crois que le Vatican a reconnu qu'il y avait peut-être une erreur dans leur jugement d'excommunier Copernic. Donc, effectivement, dans ces années-là, dans les 2005, on était plusieurs à commencer à remettre ce fameux paradigme que pour démarrer une entreprise, il fallait faire un business plan. Or, de mon expérience personnelle et de tous les entrepreneurs que je connaissais, et que dans ma famille, comme j'aime dire, ça fait 2000 ans qu'on est entrepreneur, et ce fameux homme des cavernes, lui, il ne connaissait pas le business plan, et pourtant, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été créées. Alors, j'ai une vidéo, je vous la passerai peut-être à la fin parce que je vais accélérer. Alors, l'autre fois, je suis tombé sur la prix Nobel, la nouvelle personne qui a reçu un prix Nobel, et j'ai adoré ça parce qu'elle a reçu un prix Nobel en économie. Alors, s'il y a des choses en général qu'on mesure, et je vous lis la phrase qu'elle nous dit, c'est le maître mot de sa méthode en économie. Elle n'écrit pas de grands traités théoriques, donc pas des grands business plans, des grandes théories, ne fait pas de modèles mathématiques. Hein. Elle montre des expériences de terrain avec des ONG pour évaluer concrètement quelles politiques sont les plus efficaces pour réduire l'illettrisme, inciter les enfants à aller à l'école, les mères à faire vacciner ou à participer à la vie politique. Donc, cette jeune femme qui est une Française, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est un esprit entrepreneurial. Hein. Et pour recevoir un prix Nobel sur des choses de pratique, c'est ça que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, entreprendre, hein, c'est avant tout quelque chose de pragmatique
et pas spécialement avant tout réfléchi. Alors, on le verra tout à l'heure un petit peu. L'entrepreneuriat, comme je dis, c'est souvent un métier. Et on avait Bachir Almi hier qui nous expliquait, hein, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ben, c'est en entreprenant qu'on devient entrepreneur. D'accord. Et ça, et des fois, je me pose la question si ça s'apprend effectivement dans des écoles de commerce, à l'université ou ailleurs. Et de tout petit, alors bon, quand je vous dis, moi, ça fait 2000 ans que dans ma famille, on est entrepreneur. Dès l'âge de 5 ans, moi, mes enfants, je les stimulais à entreprendre, à les laisser entreprendre, à oser entreprendre. D'accord. Et après, c'est sûr que vous avez un peu plus peut-être d'aptitude pour ça. Autre chose aussi que je me base souvent en gestion, c'est que la gestion, ce n'est pas une science, c'est un art. D'accord. Être un entrepreneur, c'est être un artiste. Et je fais souvent ce parallèle. Je dis, moi, je peux vous donner des pinceaux, je peux vous donner des tubes de peinture, je peux vous donner des toiles, je peux même vous donner un cours de dessin. Je ne suis pas sûr de faire de vous des Picasso, des Rembrandt, des Van Gogh ou je ne sais quoi, ou des Klimt ou quoi que ce soit. D'accord. Donc, il y a un côté artiste. Et c'est là qu'on va le voir tout à l'heure un petit peu plus loin, ce côté de l'artiste de l'entrepreneur, hein, qui est capable d'agencer certaines choses ensemble pour en faire effectivement une œuvre d'art. Et Picasso, il avait les mêmes tubes, les mêmes toiles et les mêmes tubes de peinture et pinceaux que les autres. Alors, hier, j'ai aimé Loufti qui nous a parlé de ce fameux business model Canva. Alors, je connais très, très bien Yves Pigneur et même professeur associé à HEC. On l'a fait venir parmi les premières universités quand il a sorti son premier livre. Et je trouve le modèle business Canva, là maintenant, génial. Je l'ai en 25 langues. Hein, le livre a été traduit en je ne sais plus combien de langues, 25 millions d'exemplaires vendus. Et pour moi, qui me battais contre le fameux business plan, ça a été le nouveau combat que je mène contre ce fameux business model Canva. D'accord. Et Loufti nous en a parlé hier. Il y a pas mal de choses qu'on peut remettre en question. Alors, le modèle est très bon si on le fait comme du présent. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, on utilise le business model Canva comme une projection à la place du plan d'affaires. Ben on dit, voilà, c'est plus simple. On a juste 9 cases et j'aurai ci, j'aurai ça. Voilà mes activités clés. Voilà mon réseau que j'aurai. Voilà combien ça va me coûter. Voilà ci, voilà ça. Voilà mes partenaires clés. Ça, c'est du futur. C'est j'aurai. Or, en entrepreneuriat, c'est j'ai. C'est avec ce qu'on a, ce qu'on est, qui est important. Ce n'est pas ce que j'aurai. Parce que comme dit l'expression, avec des si, on peut mettre Paris en bouteille. Donc, si vous montez tout votre business model Canva, les 9 cases, c'est sûr, vous allez les mettre en adéquation, les 9 cases, mais moindrement que le fameux partenaire clé que vous deviez avoir pour votre projet, vous ne l'avez plus, votre business Canva, il va tout de suite s'effoirer. Donc, quand j'utilise, moi, le business model Canva avec mes étudiants, parce que je ne suis pas contre, c'est contre l'utilisation que je suis, ce n'est pas contre le modèle en soi, c'est de dire dès que vous avez quelque chose, vous allez le mettre dans votre business. Vous l'avez. Ah, vous avez un partenaire clé. Et c'est ce que j'explique, on peut démarrer des 9 cases. Hein, ce n'est pas de trouver si elles sont tout de suite en adéquation au début ou quoi, non, on peut démarrer. Céline Dion a un réseau, elle, sur Facebook ou sur Twitter, de 70 millions de personnes. Bon, ben ça, elle a déjà un contact, elle, avec des aficionados, là, des gens qui l'adorent, que demain elle fait un parfum qui s'appelle Céline, c'est sûr qu'elle va en vendre. Donc, elle peut partir de cette case, mais elle l'a. Moi, je n'ai pas 70 millions de… Pratiquement personne, même sur ma page Facebook. Je n'ai pas 70 millions de personnes. Bon. Par contre, j'ai bon 17 000 personnes qui me suivent sur MOOC, qui est une forme de réseau pour moi, ou sur LinkedIn. Donc, le business model Canva, faites attention, utilisez comme le modèle du présent, pas du futur. Alors, Synop, on n'aura pas le temps de passer à travers ça, c'est pour ça que je vous ai proposé d'aller sur le MOOC. Hein, vous voyez, c'est pas linéaire. C'est pour ça que j'ai pris une spirale, avec même les chevrons, vous voyez, on revient en arrière, c'est itératif. Alors, j'ai 4 mots un petit peu que je voudrais vous donner en quelques secondes. Il y a le côté holistique. Entre l'entrepreneur avant tout, la personne, on est tous uniques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas le clone d'un autre, d'accord? Alors, nous, le projet qu'on va porter, est-ce qu'il nous porte ce projet, il nous motive, hein? Est-ce qu'on a une sensibilité envers ce projet et dans quel environnement? Si demain Claude Ananou vient en Algérie, je ne vais pas démarrer une entreprise comme je vais la démarrer à Montréal.
comme j'ai pu la démarrer au Japon, comme j'ai pu la démarrer dans les Antilles, ou quand je suis reparti quelques années en France, où j'ai pu redémarrer. D'accord ? Il y avait des lois qui étaient différentes, l'environnement était différent, il y avait des récessions des fois quand je suis arrivé. Ben, on démarre avec un style de récession comme en ce moment. Quelqu'un qui démarre avec le problème de la Covid, ben, c'est particulier, même c'est unique. Il n'y a aucun modèle qui a été écrit avant. Comment démarrer dans une crise comme la Covid, hein? Personne ne le sait. Tout le monde bidouille, tout le monde fait ça un petit peu à sa façon, quoi que ce soit. Alors ça, c'est le premier côté, ce côté holistique qui va rester tout le temps de votre projet. Il y a le côté heuristique. Entreprendre, c'est aller. Ça, heuristique veut dire eureka, elle est d'origine du grec eureka, qui dit on part à la découverte dans l'incertitude. Il n'y a pas de certitude dans la vie. Je m'excuse, j'étais, je crois, au mois de février donc à Sétif et j'avais fait une petite conférence pour les MBA sur l'incertitude. D'accord ? Et j'avais donné un moment comme exemple dans ma présentation que qui sait qui en Algérie avait prévu quand le baril de pétrole était à 100 $, qu'il allait tomber à 50 $ et que ça allait vraiment impacter l'Algérie. Sauf 15 jours après, quand je suis arrivé à Montréal, le baril était descendu à 20 $ et à un moment, je ne sais plus si vous vous rappelez, pendant quelques jours, il était à moins 30 $. Donc, je ne sais pas comment l'économie algérienne peut s'en sortir. Si le baril est à 10 $, on va créer des problèmes. Donc, même dans mon exemple que j'ai dit, qui sait qui aurait pu prévoir qu'un jour ça allait redescendre à 50, en 15 jours, imaginez-vous ce qui s'est passé. Donc, ce côté heuristique, c'est on part à la découverte. On ne peut pas chercher des certitudes. Il n'y a rien de pire que chercher des certitudes aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde d'incertitude. Le côté itératif aussi, c'est que dans toute démarche entrepreneuriale, et souvent maintenant on l'illustre en disant l'échec, entre guillemets, hein, est porteur en entrepreneur, on apprend de ses échecs, hein, on apprend de ses erreurs. Alors, c'est pas, alors l'autre fois, j'ai un étudiant, il me dit alors il faut que j'en fasse plein. Je ne cherche pas peut-être à en faire spécialement, elles vont arriver toutes seules. Hein. Et ce côté d'être capable de faire marche arrière. Et c'est vrai, quand on fait marche arrière, ben on sait au moins le mauvais chemin peut-être qu'on avait pris avant, parce que si on a fait marche arrière. Or, c'est dans la nature humaine d'avoir cette dissonance cognitive. Hein. On n'aime pas les échecs, on n'aime pas les erreurs. Et bien souvent, j'ai vu des projets que l'entrepreneur n'arrivait pas à faire cette résilience et continuait à s'obstiner. Alors, comme je dis souvent, il faut être persévérant en entrepreneuriat, mais l'obstination n'est peut-être pas une qualité entrepreneuriale. Et vous avez aussi ce côté synchronicité, qui est un terme de Carl Jung, hein, c'est l'alignement des planètes. Alors, je l'illustre souvent un petit peu de dire, vous savez, il y a des gens qui regardent le ciel, la Voie lactée ou quoi, puis on dit, ah, ça c'est la petite ours, la grande ours, ça c'est Pollux, ça c'est Castor, là, les constellations, quoi que ce soit. Et en fait, c'est qu'au niveau intellectuel, qu'on a mis ces étoiles et qu'on les a associées pour faire un signe, un cycle, quelque chose de dire, bon, ça c'est la petite ours ou la grande ours. Ben, c'est ça un petit peu aussi la synchronicité dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est qu'à un moment, vous allez aligner des choses qui n'ont pas de cause à effet entre elles, mais que vous leur donnez un sens. Donc, c'est mon alignement un petit peu des petits points, des boulettes bleues. Et ça. Alors, voilà mes quatre bases. On n'aura le temps que de faire le premier élément en bas. Alors, autre paradigme aussi, j'en ai parlé un petit peu hier, c'est on ne trouve pas des opportunités, on les crée, d'accord ? Entreprendre, c'est pas refaire un puzzle où on vous a donné l'image, on vous a donné tous les éléments, puis dire je vais être capable de les refaire. Ça, si j'étais dans un cours de dessin ou de peinture avec vous, je vous dirais c'est de la peinture à numéros. Hein, vous vous rappelez quand on était tout petit, on avait un dessin qui était déjà dessiné, puis le 1 c'est du rouge, le 2 c'est du bleu, le 3 c'est du vert et ainsi de suite. Pas comme ça qu'on devient un grand artiste, d'accord ? Donc, entreprendre, ce n'est pas du tout avoir déjà quelque chose qui est défini, avec le fameux plan d'affaires un peu, qu'on a défini, qui est bien, voilà l'image, elle est nette, elle est claire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu dans le business model McCanva, dès qu'il vous manque un seul morceau d'un puzzle, votre puzzle ne vaut plus rien. Même si on peut voir l'image, il n'est pas fini, il y a quelque chose qui ne va plus. Ce n'est pas un vrai puzzle. Moi, ce que je vous propose, c'est le fameux patchwork. Lui, le patchwork, il ne manque jamais un morceau, parce que vous faites avec ce que vous avez. D'accord ? Puis en plus, il est très interactif, il est mouvant, il n'y a pas une règle du jeu, il n'y a pas des guides, il n'y a pas des modèles, il n'y a pas des guides d'emploi ou quoi que ce soit. Comment faire tel patchwork ? C'est avec ce que vous avez. Et c'est comme ça qu'à l'île de la Réunion, on appelle ça
un tapis mendiant. Et j'adore ce terme-là, ce n'est pas patchwork ou courte-pointe, on appelle ça un tapis mendiant, ce qui veut dire, c'est les mendiants, là, ils ramassaient des morceaux de tissu à droite, à gauche, mais si vous avez un Picasso parmi ces mendiants, il va vous faire, lui, une œuvre d'art avec ce qu'il a ramassé, et mais par contre avec son cerveau. Quand je dis son cerveau, avec sa créativité, son imagination, son art artistique. Là, quand je vous disais, ce n'est pas une science, c'est un art d'entreprendre. La gestion est un art, et ben voilà. Et là, c'est que des morceaux qui ne valent rien, qui étaient peut-être des bouts de chiffon même jetés ou abandonnés au fin fond d'une caisse ou quoi que ce soit, et on fait une… Et autant un puzzle, une fois qu'il est monté, bien souvent, bah, on le démonte et puis c'est fini. Autant un patchwork, comme c'est une œuvre d'art, vous allez mettre ça sur votre lit, vous allez mettre ça en descente de tapis, contre un mur. Hein. C'est une œuvre d'art que vous avez faite. Alors, c'est ça qui est important pour moi, c'est faites avec qui vous êtes, avant tout, l'artiste que vous êtes, et avec ce que vous avez. Alors, essayez d'avoir le maximum de choses, mais faites avec ce que vous avez. Vous savez, je fais souvent le lien avec les grands chefs. Ils n'écrivent pas des recettes de cuisine, bien sûr. Ils vont les écrire après pour les exécutants qui respectent leur… Mais quand ils créent un menu, quand ils créent une recette, ils vont quoi? Ils vont au marché. Hein. Puis aujourd'hui, il y a des belles dorades, il y a des belles tomates, il y a des beaux poivrons. Ben, je vais faire quelque chose de la dorade à la sauce tomate et poivron. Je vais faire de la dorade à la sauce tomate et poivron. D'accord? Et ils vont vous écrire le menu du jour en fonction de ce qu'ils ont acheté le matin, qui était frais ou qui leur paraissait intéressant. Ben, c'est ça un patchwork. Hein, c'est pas de dire, alors maintenant, si vous allez chez McDonald's, c'est toujours le même menu qui ne change pas, il n'y a pas de problème. Alors, c'est de savoir si vous voulez devenir McDonald's ou si vous voulez être un 3 étoiles du guide Michelin. Souvent, j'entends ce terme, les risques. Les entrepreneurs prennent des risques. C'est faux. Je ne connais aucun entrepreneur au fond de lui-même qui prend des risques. D'abord, le terme risque est un terme d'assurance. Ce n'est pas un terme d'entrepreneuriat. C'est véhiculé par plein de gens de dire ah, les entrepreneurs sont des gens qui prennent des risques ou c'est des gens qui savent calculer les risques. Alors souvent, je dis c'est quoi l'unité de mesure pour calculer qu'une chose est risquée ou pas risquée. En probabilité statistique, ESMA pourrait nous donner un cours sur ça, j'en suis sûr. On peut très bien faire des statistiques des probabilités. Mais entreprendre, comme on va dans l'incertitude, on ne sait pas. Qui c'est qui avait vu le Covid-19? Personne. D'accord? Donc, il n'y a pas de certitude. Alors, au lieu de parler du mot risque, qui est pour moi un faux terme, un terme qui n'est pas entrepreneurial, c'est de calculer plutôt, parce que quand on dit un risque, c'est comme si on extériorise la problématique de dire ah, bah, ce projet-là, il est à risque ou pas à risque. Or, ce n'est pas du tout ça. La notion de sensibilité, elle est plutôt personnelle. Qu'est-ce que moi, en tant qu'entrepreneur, je suis prêt à perdre par rapport à ce que je suis prêt à gagner? C'est ça la notion d'entrepreneuriat. Ce n'est pas un risque calculé statistiquement, je ne sais pas quoi, par quelle mesure, pas du tout. C'est ma sensibilité. Et là, j'ai 7 sensibilités à vous proposer qui, effectivement, ne sont pas toujours analysées quand on a un entrepreneur en face de nous. Le premier, qui est simple un petit peu, c'est l'argent. Vous êtes prêt à perdre combien? D'accord? Vous êtes prêt à perdre tout votre patrimoine? Oui. Il y a des gens qui sont prêts à mettre banco. J'y vais. Et je ne dirais pas que c'est un jeu de poker d'être entrepreneur, mais quelqu'un va vous faire all-in. Je mets tout, j'y vais. Je crois que j'ai une bonne main. D'accord? J'y vais. D'accord? Alors, il y en a d'autres. Je vous donne un titre d'exemple. Ma secrétaire à HEC, qui me connaît, bon, ouais. Et dans les premières années, elle dit « Oh, je ne comprends pas, M. Ananou, comment vous pouvez être entrepreneur du jour au lendemain. Pensez à Elon Musk, là. Lui, chaque matin, il risque tout son patrimoine. Parce que s'il a une de ces grosses entreprises comme Tesla ou SpaceX qui va dans l'espace, là, si la fusée ne part pas ce soir, lui, c'est des milliards de dollars, sa crédibilité, il y a plein de choses, on va le voir, mais il risque de perdre beaucoup d'argent. D'accord? Et pourtant, il y va. Et encore, il démarre encore des autres entreprises où on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Donc, pensez que les 7 éléments que je vais vous dire vont être, et tout à l'heure Esma a parlé, et j'utilise souvent cette métaphore, une chaîne est aussi forte que son plus faible maillon. Donc ces 7 éléments, vous allez être peut-être très bon dans un gros maillon là pour un. Bon, moi, je n'ai pas de problème, je suis prêt à tout perdre, je suis capable de refaire de l'argent, de retrouver un emploi éventuellement. Bon. Mais ça va être votre plus faible maillon qui sera la force de votre chaîne. C'est là où ça va être votre faiblesse. Donc l'argent. Deuxièmement, le temps. Avez-vous le temps, 1 an, 2 ans, faire votre projet? Si ça ne marche pas, ben, pas grave. Alors, comme j'aime dire à mes étudiants,
quelqu'un qui entreprend, il ne perd jamais à 100% son temps. Oui, il va perdre un peu son temps pour un de mes étudiants qui dit bah oui, mais moi j'ai mon collègue, maintenant il est dans la boîte Intel, il a 2 ans d'ancienneté. Moi, si je rentre dans cette boîte, lui, il a déjà un salaire qui a déjà augmenté ou quoi que ce soit. Alors, il n'y a pas d'âge non plus pour perdre son temps. Je dis à mes jeunes, à 20 ans, vous ne pouvez pas penser à perdre votre temps là. Allez-y. D'accord ? Je connais aussi des gens d'un certain âge, souvent des retraités. Vous savez, ce n'est pas les plus jeunes qui entreprennent, c'est souvent les gens entre 40, 45, 50 ans. Qui pour X raisons ont souvent pas pu faire ce qu'ils voulaient, veulent s'épanouir et quittent leur emploi et démarrent leur propre entreprise. D'accord ? Et vous avez aussi même des retraités. Moi, j'ai pas mal de retraités que je forme là, qui sont des jeunes retraités entre guillemets de 60 ans et même des fois de 65 ans, qui enfin vont faire ce qu'ils veulent et là qui me disent moi j'ai tout mon temps. Donc vous voyez, c'est même pas une question d'âge, c'est est-ce que vous avez du temps à consacrer ou vous n'avez pas de temps à consacrer. Troisième élément, c'est ce que j'appelle tout ce qui est un petit peu le stress, le stress physique et mental, d'accord, au niveau de la santé. Je vais vous dire, moi, à mon âge aujourd'hui, ben, je suis un peu plus sensible. C'est normal. À 20 ans, à 17 ans, à 20 ans, 25 ans, je ne dormais pas 3 nuits, je roulais la nuit pour aller faire une exposition, je revenais le soir parce que je n'avais pas l'argent pour me payer la nuit d'hôtel où je dormais dans ma voiture ou quoi que ce soit. Bon, aujourd'hui, c'est sûr que je suis beaucoup plus sensible. Donc, au point de vue de votre santé, alors est-ce que vous avez même une santé physique, une santé mentale, d'accord, pour effectivement entreprendre et vivre ce projet entrepreneurial. Alors, si vous sortez d'un burn-out ou quoi que ce soit, je ne suis pas sûr que peut-être que vous êtes en pleine forme pour ça ou si vous sortez d'une maladie ou quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr que ceux qui ont eu la Covid et avec ce qu'on entend là, qui ont du mal à respirer ou quoi que ce soit, que c'est le moment qu'ils vont dire « Ah, je le démarre ». Je m'excuse parce que je n'ai pas bien mis, mes images sont à l'inverse, c'est pas grave. L'image que vous aviez en haut à droite, parce que ça le cachait puis je ne voyais pas, c'était plutôt la famille. Alors c'est un quatrième élément, mais j'ai inversé mes photos là. La famille, êtes-vous prêt à sacrifier, je dirais bien souvent, votre famille? Alors ça peut être votre conjointe, vos enfants, votre relationnel, vos amis. D'accord ? J'aime dire, moi, à mes jeunes, j'ai la petite copine, c'est fini là, parce que le week-end, toi, tu vas aller au salon à Toronto, puis elle, c'était son anniversaire, puis elle t'a dit, bah, moi, je préférais qu'on fête mon anniversaire à Montréal, puis je ne veux pas aller à Toronto, puis à un moment, tu vas avoir le choix. J'ai eu combien, j'invite beaucoup de dirigeants, d'entrepreneurs qui viennent dans mes cours, j'ai vu des gens de 75 ans qui avaient hyper réussi, qu'on faisait venir en tant qu'entrepreneurs et qui se mettaient à pleurer quand je leur posais la question « et la famille ?» là-dedans. Et là, les gens pleuraient, des hommes de 75 ans, ben, ils disent ça, j'ai raté ma vie parce que un jour, je suis rentré à la maison un peu plus tôt et mon fils qui avait 17 ans m'a dit « Oui, monsieur, c'est pourquoi ?» Parce qu'il dit « Je partais tellement tôt le matin, je travaillais les week-ends et je revenais le soir très tard que mon fils, ben, je n'avais pas souvent rencontré. » Je vous fais ça un peu de façon caricaturale. D'accord ? Alors, c'est un choix. Alors, à titre d'exemple, je veux dire, moi, jusqu'à 35 ans, j'ai eu 5 enfants. Les 3 premiers, j'ai un peu sacrifié. Et avec ma femme, 35 ans, j'ai dit, là, maintenant, c'est la deuxième vague, c'est une priorité. Et je vous donne un exemple réel. Avec ma femme, j'ai dit, je vais chercher les enfants à 3h15 à la sortie de l'école. Et on était toujours là, nous, à 3h10. On était toujours les premiers parents à la place de voiture. J'étais toujours devant l'école. Et à un moment, je suis dans une réunion qui avait commencé à 1h, un gros projet, et je vois ma montre, ben, je n'ai pas de montre, mais je vois l'heure, et je dis aux gens, oh, je m'excuse, je dois vous quitter. Comment, monsieur Adanou, on est en train de négocier un gros contrat. Oui, je dois vous quitter, je dois aller chercher mes filles. Et les gens sont un peu, j'ai le président de la compagnie qui est là et tout. Je dis, oui, moi, c'est sacré. Mes filles passent maintenant avant ma business. Alors, je vais vous dire, ça m'a servi de leçon dans le sens que les gens m'ont rappelé le lendemain et ils m'ont dit, nous, on a parlé pendant une demi-heure de votre cas de partir alors qu'on était en train de finaliser un contrat assez substantiel. Et on s'est dit, il n'était pas en train de nous avoir parce que sans ça, il serait resté, donc il doit être honnête. Deuxièmement, ça, c'est une personne envers qui on va pouvoir avoir confiance parce que quand il a décidé quelque chose, il tient et il assume. Et donc, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, on veut vous revoir et tout. Moi, je pensais avoir complètement perdu le contrat. Alors ça, c'est mon petit côté, entre guillemets, filou. Après, j'ai utilisé souvent ça comme technique de négociation.
de jouer ce côté-là. Ah, je m'en vais, c'est mes filles, moi je suis comme ça. Autre chose qu'on oublie bien souvent, d'accord? Cette notoriété, le regard des autres. J'en suis sûr qu'en Algérie, ça doit être aussi important peut-être qu'en France, un peu moins en Amérique du Nord, d'accord? L'échec, hein, dans votre village. Bon, quand je suis retourné en France, je suis retourné dans un tout petit village de 700 habitants où les gens vous scrutent derrière la fenêtre, derrière le rideau, qu'est-ce qu'il fait, où il est, ci et ça. Bon. Et que si moindrement vous faites une faillite ou ça ne marche pas votre affaire, vous allez être ostracisé, vous allez être montré du doigt, on te l'avait dit que ça ne marcherait pas ou quoi. Donc le regard des autres. Donc à un moment, c'est de se blinder un peu, puis de dire, moi, c'est ce que je veux faire de ma vie. Si ça ne marche pas, bah, je vais avoir appris quand même quelque chose, et que le regard des autres ne soit pas aussi pressant, écrasant bien souvent. D'accord? Alors ça aussi, c'est culturel. Je vous dis, je connais des fois, quand la famille est très unie et puis qu'il y en a un qui veut faire quelque chose et sortir, combien j'ai de parents qui m'appellent. J'ai eu ça en Martinique, on m'appelait, on dit, Monsieur Ananou, vous êtes en train de mettre des idées à ma fille qui va démarrer sa boîte. Moi, je veux qu'elle ait un diplôme d'une école de commerce pour pouvoir passer les concours gouvernementaux. Pardon, hein. Alors, pour eux, j'étais une personne nocive qui allait mettre dans l'esprit de leurs enfants d'entreprendre. Moi, j'enseigne l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous voulez? Je donne un cours d'entrepreneuriat, pas de fonction publique. Alors, suivant le regard des autres. Vous avez aussi, qui est pire, et souvent ces trois derniers, vous allez voir, on en parle très peu quand on a un entrepreneur en face de nous. C'est plus la notoriété, le regard des autres, c'est le regard de vous, votre estime de vous. Avez-vous de l'estime? Êtes-vous prêt à vous regarder dans le miroir et dire j'ai échoué? Pas que je ne suis pas bon, ça n'a pas marché, maintenant j'ai appris, la prochaine fois je ferai mieux ou quoi que ce soit. L'estime de vous, et ça il faut la développer. C'est sûr, si vous avez eu un environnement qui a baissé votre estime de vous, ça va être un peu plus difficile en tant qu'entrepreneur. Et ça, comme je dis, vous savez, on a plein de programmes, que ce soit au Canada, en France, je ne sais pas, en Algérie, je ne sais pas. Il y a des programmes, admettons, pour les chômeurs ou quoi, pour les inciter à créer leur propre emploi. Et bien souvent, je dis, faites attention, ces gens-là, on leur estime d'eux déjà très faible. Alors imaginez-vous, la personne est au chômage depuis 2 ans, et puis là, vous la poussez plus ou moins à créer son propre emploi, auto-entrepreneur, je ne sais pas. Et imaginez-vous, s'il échoue, là, s'il n'a plus du tout d'estime en lui, il se met une balle dans la tête, là. C'est suicidaire comme attitude. Alors, je dis, faites attention à ces gens-là. Essayez d'abord de leur remonter leur estime avant de les lancer comme ça dans un chemin qui peut être presque mortel pour eux. Et le dernier que j'utilise, alors ça, ces 6-là, je les utilise depuis 15 ans. Et depuis 1 an, je vais vous dire, j'en ai rentré un 7e. C'est l'aspect, tout à l'heure on parlait d'éthique, alors j'ai mis ces symboles-là, mais parce que je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous donner un exemple. C'est l'éthique, les valeurs, la morale, la religion, d'accord? Alors je connais, moi, plusieurs personnes qui, à cause de convictions religieuses, vont gérer leur entreprise différemment. Je connais donc des gens comme ça qui vont fermer le vendredi soir, le samedi à Montréal, sur la rue principale parce qu'ils sont juifs, et ils font Shabbat. J'ai été l'autre fois à La Réunion, et puis un projet entrepreneurial d'une jeune fille m'explique, et tout. Je dis, bah oui, il faudra que tu empruntes un petit peu. Elle dit, non, monsieur Ananou, moi, ma religion musulmane m'interdit d'emprunter sous cette forme-là. Bon, alors je suis resté un petit peu interloqué dans le sens de, bah, on va trouver autre chose, mais je dis, c'est sûr que ça serait plus facile si tu empruntais, tu paierais. Elle m'a dit, non, moi, c'est mes valeurs. Alors, vous voyez, je mets la religion, les valeurs, l'éthique, la morale, toutes ces choses-là, qui font effectivement, est-ce que je suis prêt à aller contre ma religion, contre mes valeurs, contre mon éthique? C'est à vous de choisir, c'est votre sensibilité. Et d'autres vont être très sensibles à ça. Alors, voilà un petit peu, oubliez le mot risque, faites votre chaîne, hein, et je me répète, le plus faible de votre maillon va être en fait la force de votre chaîne. Hein, si vous avez un espèce de dire, moi c'est la famille qui passe avant tout, avant la business, eh ben, ça va avoir des incidences sur votre projet entrepreneurial. Vous ne pourrez pas le mener à la vitesse que vous voulez le mener, à la façon que vous voulez le mener. D'accord? Si c'est une question de temps, si c'est une question d'estime, du regard des autres, peu importe. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Alors je crois que c'est notre ami Dominique Loridon hier qui nous parlait pas mal de japonais. J'ai aussi mon petit message japonais, d'accord, avec cette notion de risque. Vous allez comprendre que celui qui n'a pas peur de perdre son argent, hein, celui qui n'a pas peur de perdre son temps, qui est insensible à un problème de famille, d'amis ou quoi que ce soit,
insensible à sa santé, insensible au regard des autres, qui a une estime de lui blindée, d'accord, qui est prêt à mettre toutes ses valeurs, et là on tomberait peut-être dans un entrepreneuriat peut-être pas très sain, hein, mais qui n'aurait pas de valeur. Cette personne-là va entreprendre très facilement n'importe quoi, d'accord. Alors, ce n'est pas de vous dire il faut vous rendre insensible à tout. Chacun va avoir son degré de sensibilité, hein, un certain maillon, mais vous allez comprendre que le samouraï, c'est pourquoi on l'appelle le seigneur de la guerre, parce que cette personne-là est le seul guerrier de l'humanité, entre guillemets, qui n'a pas de bouclier. Pourquoi? Parce que les samouraïs n'ont pas peur de perdre. Ne vous battez jamais contre quelqu'un qui n'a pas peur de mourir. D'accord? Il n'a pas peur de perdre. Si vous le faites prisonnier, il se fait harakiri avec son troisième sabre. Lui, par contre, il a deux sabres. Ça veut dire quand il attaque, il attaque. Hein? Quand il charge, il charge. Et s'il se fait blesser, fait prisonnier ou quoi que ce soit, il se fait lui-même harakiri. Donc imaginez-vous, il est insensible comme guerrier. C'est pour ça qu'on l'appelle le seigneur de la guerre. Alors attention, ce n'est pas un kamikaze, hein, c'est bien un samouraï, seigneur de la guerre. Autre dans cet esprit-là, et là je fais toujours attention, surtout quand je suis dans des écoles de gestion, je parle à des jeunes, et je vais vous donner des exemples, c'est du pragmatisme, c'est du concret, je vous cite les gens, je vous cite les noms, je vous cite mes expériences. Je me suis aperçu que toute personne qui entreprend au démarrage, hein, on est toujours au démarrage, eh bien souvent, on va contre la loi, on fait quelque chose de plus ou moins légal, de plus ou moins acceptable ou quoi que ce soit pour que le projet puisse naître. Je fais souvent cette analogie. C'est la mère d'une femme qui accouche et qui n'a pas de lait et qui volerait un litre de lait pour donner à boire à son enfant, parce qu'il ne peut pas attendre une semaine ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on va la mettre en prison ou quoi que ce soit? Maintenant, si elle vole tout le temps, toute sa vie, ça, c'est une voleuse. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est en fait Steve Jobs, hein, qui a dit au début, soyez un peu pirate. Pensez au Airbnb, hein, qui n'avait pas de permis pour faire ce type de location de logement dans l'hôtellerie, où il faut toujours avoir des étoiles reconnues par le ministère du Tourisme. Uber, qui se sont battus dans tous les pays parce que je vous parlais tout à l'heure, j'étais chauffeur de taxi. Moi, pour être chauffeur de taxi, j'ai passé un permis de chauffeur de taxi. Il a fallu que j'apprenne pas mal de choses, qu'on regarde si je n'avais pas un casier judiciaire, des choses comme ça. Bon, j'ai appris ce métier, d'accord? Et là, du jour au lendemain, vous aviez quelqu'un qui se met avec son petite application et qui prend sa voiture personnelle. Moi, c'était une voiture taxi identifiée avec le dôme. Je payais pour le permis je louais le taxi, donc je payais pour ça. Je ne prenais pas ma voiture personnelle, d'accord? Donc Uber, quand ils ont été complètement dans l'illégalité à tel point que les gouvernements sont obligés de négocier avec eux. Bon. Je vais vous revenir tout à l'heure pourquoi aussi chauffeur taxi, j'ai appris beaucoup de choses à ce niveau-là. Alors ce que je vous propose, c'est en fait, c'est de passer de pirate à corsaire. Il y a une subtilité, hein, c'est ça qui dit là. Soyez pirate au début un peu, et je vais vous donner 2-3 exemples. Et après, vous rejoignez la Navy, les choses officielles. D'accord? Alors, on avait Surcouf en France, Drake, ça, c'était les grands corsaires du roi. Eux, ils avaient le droit de pirater, mais ils donnaient 10% au roi. Et ils étaient autorisés à faire ça. D'accord? Alors, je vais vous dire, et je peux le dire publiquement, à un moment, j'ai fait une conférence avec M. Yvan Gass, le père, là, pas celui que peut-être vous connaissez, qui est son fils, qui a été président du MEDEF français pendant pas mal d'années, plein de décorations. Et à un moment, je fais une présentation et j'explique ce côté-là qu'au début, comment je pourrais dire, pour faire survivre le projet, hein, c'est un état d'esprit, là. Je ne vous demande pas d'être des voyous. Même si je suis avocat, je ne viendrai pas vous défendre sur ça. C'est cet esprit-là de dire combien de fois. Alors, je vous finis, Gas. Donc, je fais la présentation et lui, il parle après moi, il dit regardez. Et là, j'ai 300 présidents, directeurs généraux pas le CAC 40, là, le CAC 300 hein, de France. On est sur le faubourg Saint-Honoré. Il dit regardez, je n'ai jamais dit ça. Il avait 92 ans quand il a dit ça. Il dit en 1957, avec mon frère, quand on a démarré notre entreprise Radial, qui aujourd'hui a 2500 employés, il dit on a mis une fausse adresse pour avoir une subvention parce qu'on habitait de l'autre côté de la rue, puis il n'y avait pas de subvention de ce côté-là, on a mis l'adresse en face d'un voisin. Et là, je vais rester un peu choqué. Là, imaginez-vous, peut-être qu'il pouvait se permettre ça à 90 ans, mais il devait avoir ça sur le cœur, de dire au début, il y a un petit truc. Combien je connais de restaurants qui n'avaient pas reçu leur permis parce qu'il y avait une grève des postes ou je ne sais quoi.
Bon, et puis qu'ils ouvrent quand même, d'accord? Alors, vous voyez ce côté un petit peu là, d'être un corsaire, c'est pour la bonne cause, hein, de faire la chose un petit peu, on arrondit les angles. Je ne veux pas faire de vous des voyous, mais j'ose le dire, c'est la réalité. Et ça, c'est une des dernières questions que je pose toujours à tous mes entrepreneurs. Demandez ça à Mark Zuckerberg, si vous avez vu le film et si vous avez lu son livre. Croyez qu'il est clean, clean, clean au début? Pas du tout. Hein, pas du tout. Mais maintenant, il a fait Facebook après. Hein, puis sûrement, là, aujourd'hui, il est un petit peu plus légal ou quoi. Mais au début, il a truandé les deux frères qui l'avaient appelé ou quoi que ce soit. C'est ça que je veux dire. Hein. Il y a toujours un petit aspect là qui est pas trop correct. Alors, bien souvent aussi, le fameux l'argent, l'argent, l'argent. Je vais vous dire, d'après moi, et quand je dis d'après moi, j'en ai rencontré des dirigeants, j'en ai rencontré des entrepreneurs, des gens qui ont démarré des entreprises, 70% des projets, on parle bien de démarrage d'entreprise, je ne vous parle pas après de prendre de l'expansion, de grossir, de se développer, au démarrage de l'entreprise. Hein, l'ADN, le fœtus, c'est pas gros, vous n'avez pas besoin beaucoup d'argent. Quand ma femme était enceinte, moi, c'est pas là que ça me coûtait le plus cher. C'est après mes enfants. Puis c'est même pas quand ils étaient jeunes, mes enfants, c'est plus tard. À 20 ans, 22 ans, pour ne pas dire 25 ans que mes enfants m'ont coûté le plus cher. Pas quand ma femme était enceinte, là, à part 2-3 petites envies, c'est pas là que ça me coûtait le plus cher. 70% des projets démarrent avec 1 000 $ américains, 1 000 €, je ne sais plus, dans votre monnaie, à chaque fois, je confonds, avec pas grand-chose. Hein. On peut démarrer avec pas grand-chose. Et aujourd'hui, alors, ça c'est 70. 90% avec 10 000. 10 000 $ ou 10 000 €. D'accord ? Et aujourd'hui, on a tellement de possibilités d'aller chercher ce 1000 ou ce 10 000. Deux de nos étudiantes, imaginez-vous, en crowdfunding, ça s'appelle Tero. Vous pourrez aller voir, T-E-R-O. D'accord ? Elles ont un projet qui est en fait une petite machine pour vos aliments et ça fait du compost. D'accord ? Donc, ils ont fait la machine, ça fonctionne, elle marche. Puis, ils ont dit, tiens, ben maintenant, comme on veut passer à l'échelle un peu plus commerciale, en faire 250, on va aller sur le crowdfunding pour aller chercher 70 000 $, parce que pour faire la production de masse, il nous en faut 250 ventes. Donc, il faut un crowdfunding, il faut un appel. Tenez-vous bien, en 30 jours, elles ont levé 1 700 000 $. 1 million en crowdfunding. Des gens qui ont payé, ils ont vendu ça dans le monde. Et j'ai plusieurs projets comme ça. J'ai un autre, ça s'appelle Smart Hello, un de mes étudiants. C'est un petit peu un GPS pour les vélos, quoi. Lui aussi, il voulait en faire ça avec impression 3D dans son petit bureau, en vendre une centaine. Il en a vendu 25 000 et Apple l'a fait rentrer même dans ses magasins, pour vous dire. Bon, pour vous dire l'incertitude. Alors, le problème, c'est jamais un problème d'argent. Si vous avez un projet qui fonctionne aujourd'hui, il y a du capital de risque, il y a des business angels, il y a le crowdfunding. Et moi, j'adore le crowdfunding, non pas pour vendre à moitié prix ou quoi, pour montrer qu'on va en parler tout de suite, qu'effectivement, il y a un besoin. Si les gens l'achètent, mon produit, c'est qu'il y a un besoin. Alors, pareil aussi, souvent on me dit, le pricing, vous savez, dans un business plan, il faut à quel prix je vais vendre mon produit. Et ça, c'est la grosse question existentielle. Hein. À combien je vends? Alors, on regarde à combien vendent les autres, plus ou moins un produit, plus ou moins similaire. Bon. Alors, pour moi, le prix n'existe pas. C'est une aberration qu'on met des étiquettes. Et j'aime ça quand je suis en Afrique ou quoi, j'explique ça à mes étudiants. Je dis, moi, quand je vais au marché, quand je vais dans une souk ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'étiquette. C'est à la gueule du client qu'on lui vend. C'est à la tête du client. Et comme j'aime dire même à mes étudiants, et même à Montréal, ça marche, allez un 31 ou un 30 du mois, un lundi matin dans les plus grands, dans les magasins sur la rue Sainte-Catherine, le lundi matin, où il n'y a personne. Puis dites à personne, vous avez vu votre étiquette, là il y a écrit 150 $, je vous donne 60 $. Vous le prenez ou vous ne le prenez pas? Bon, 60, et vous allez voir, il va vous le prendre parce que lui, il a son loyer à payer le lendemain, ce commerçant, et s'il n'a pas l'argent, il est peut-être, parce qu'il ne pourra pas payer avec le vêtement, il va être peut-être content. Maintenant, si vous allez le vendredi soir, le samedi et le dimanche, où le magasin est plein et tout, et puis vous arrivez à la caisse en train de négocier, il ne vous négociera pas parce que là, il va dire, tous les gens derrière Claude Ananou, ils vont négocier. Alors, je vais vous illustrer comment un prix n'existe pas en soi. Un prix n'existe pas. Une chose, un diamant, alors j'utilise beaucoup les fables d'Ésope dans mes cours, hein, c'est la poule et le diamant, puis c'est une poule qui picore, qui voit un diamant, elle dit, moi, j'en veux pas, je veux un grain de blé, ça ne me sert à rien, un diamant.
Elle dit peut-être pour un lapidaire, un diamantaire ou quoi, lui ça l'intéresse, mais moi ça ne m'intéresse pas, moi je veux manger comme poule. Alors je vous fais cette illustration. Une bouteille d'évian comme ça, je ne sais pas combien elle vaut en Algérie, d'accord? Par contre, si cette même bouteille, vous êtes dans le désert depuis 3 jours et vous n'avez pas bu, combien vous allez me donner pour cette fameuse bouteille? Un peu beaucoup plus cher que sûrement au magasin que vous pouvez acheter et que de toute façon vous avez l'eau du robinet au pire ou quoi que ce soit. Et vous allez me donner votre fortune, vous allez me donner votre royaume pour ça. Alors, pareil, cette même bouteille, d'accord? Si par contre vous êtes, voilà, je vais vous dire, pour ceux qui s'inquiètent au Canada qui fait froid, aujourd'hui il va faire 34 degrés. Hein, il fait peut-être plus chaud qu'à Sétif, donc on a aussi de la chaleur un petit peu. Donc j'ai ma piscine, vous ne savez pas nager, vous êtes en train de vous noyer, et là vous allez me dire, et je vais vous dire, voilà, j'ai une belle bouteille d'évian, combien vous me donnez pour cette bouteille? Alors je présume, en général je fais voter les gens, une grande partie des gens me disent, oh, rien, je suis en train de me noyer. Ça fait 3 fois que je fais glou-glou et Ananou est en train de vouloir me vendre sa bouteille d'eau. Ben oui, je vais vous la vendre pour une fortune parce que et c'est ça où on va arriver, je vais comprendre votre besoin. Je n'ai pas besoin d'intelligence artificielle, moi, pour ça. Je comprends que vous voulez vous sauver votre vie, d'accord? C'est un petit peu comme les masques, hein, vous savez, les masques aujourd'hui qui valent 30 fois plus, hein, alors qu'avant, personne n'en achetait et au prix que ça coûtait, on aurait dû en stocker. Et là, je vais comprendre que vous êtes en train de vous noyer, que vous voulez vous sauver la vie. Et je me dis, moi, mon produit, c'est une bouteille d'eau. Qu'est-ce que je fais? Ben, je la vide, je la rebouche, et en fait, je suis en train de vous vendre une bouée. Hein, je vais vous dire, voilà, j'ai une bouée, et je vais adapter en fait mon produit ou mon service en fonction de votre besoin. Et non pas vous dire, non, c'est une belle bouteille d'eau, Evian, fraîche, elle sort de mon frigo. Quand vous êtes en train de vous noyer, là, c'est que je n'ai pas compris votre besoin. Alors voilà un petit peu ce que c'est un moment d'entreprendre. C'est cette empathie, je crois que Lofty en a parlé hier, hein, cette empathie de comprendre, de se mettre, il y a un proverbe chinois qui dit, avant de juger comment une personne marche, essaye donc ses chaussures. Mets-toi à sa place, comprends sa souffrance, comprends ses espérances, comprends ses motivations, quoi que ce soit. Alors voilà un petit peu notre approche Synop. Et là, je vais, avec le temps qui file, on va parler de cette reconnaissance du besoin. Pour moi, entreprendre, c'est 80%. Est-ce qu'on va être capable de comprendre les besoins des autres? Parce que vous allez me comprendre dans la vie. C'est très simple. Si vous arrivez à comprendre, et on va voir ce que c'est ce besoin, on va appeler ça un méta-besoin, une molécule du besoin. Si on arrive à comprendre ce besoin, après, notre solution, on va l'adapter à ce besoin. Et non pas dire, moi, je veux faire ça. Donc ça, c'est Simon Sinek hein, qui vous dit entre le what, le how et le why. Ah, les gens, quand ils font un plan d'affaires, ils vous expliquent qu'est-ce qu'ils vont faire. Hein, c'est quoi leur solution. Ah, ça, ils peuvent en parler des heures. Le comment, oui, dans le futur, voilà comment je ferai ci, je ferai ça, tout du futur. On verra si les concurrents, ils ne vont pas te mettre des bâtons dans les roues ou quoi. Mais pourquoi tu fais ça je ne sais pas. Moi, c'est toujours la première question quand un entrepreneur ou un porteur de projet vient me voir. Et je dis oui, bon, attends, avant que tu me dises quoi que ce soit, tu vas combler quel besoin? Parce que je ne pourrai jamais valoriser ou analyser ta solution si je ne comprends pas à quoi elle s'applique. Si tu me dis je vais faire ça, ça ne me donne rien. Si je ne comprends pas à quoi ça s'adapte, à quoi ça va combler un besoin. Maintenant, si tu m'expliques le besoin et après tu me donnes ta solution, je vais dire, ah oui, je pense que tu as une très bonne solution ou je pense que tu as une solution qui n'est pas tout à fait parfaite. Et c'est ça le vrai sens de l'entrepreneuriat, ce n'est pas dans l'autre sens. C'est je fais ça, puis après on va voir si quelqu'un a un besoin. Alors, ça c'est, je crois que quelqu'un en avait parlé, qui c'est qui en a parlé je crois que c'est Esma, c'est le film de Kubrick 2001, l'Odyssée de l'espace, et voilà où commence l'humanité. Bon, je ne savais pas qu'on était si beau que ça au début. Hein. Ça c'est en fait la puissance. Depuis 100 000 ans, d'accord, l'homme veut être de toujours plus en plus puissant. Donc ça, c'est l'invention pour moi de la bombe nucléaire, hydrogène ou quoi que ce soit. C'est l'invention de l'arme suprême. C'est que cet animal-là, à un moment, qui est soi-disant notre ancêtre, d'accord, comprend qu'en frappant avec un os, il vient de multiplier sa force physique. Et l'être humain, c'est dans notre cerveau reptilien, on a comme ça 2-3 choses. Hein. La peur, l'extérieur, qui nous fait peur, donc comment on peut se protéger, comment je peux être plus fort que l'autre. On veut aussi sauver du temps, on va le voir, et puis on veut sauver surtout de l'énergie.
Pourquoi on a inventé un moment, on a pris un cheval pour se déplacer, une voiture, un train, un TGV, un avion, et puis aujourd'hui on va prendre une fusée pour aller plus vite, parce qu'on est toujours dans cette loi du moindre effort. Donc tout ce qu'on développe autour de nous, l'être humain est un feignant en partant. Si vous pouvez répondre à ce besoin reptilien des gens, c'est essentiel, qu'il ait moins d'efforts à faire. Alors, bien souvent, je pose cette question et je ne peux pas vous la poser. Est-ce qu'on crée des besoins? Non. On a des besoins ou on n'a pas. On ne peut pas créer. On peut provoquer des désirs, hiérarchiser chez les gens les besoins par la publicité ou par d'autres choses. C'est ce que nous fait un petit peu l'intelligence artificielle, parce qu'elle nous connaît mieux. Moi, ce qui me fait peur dans l'intelligence artificielle, vous savez, c'est comme quand vous êtes sur Amazon, comme Esma nous l'a expliqué, ou dans d'autres choses. Vous rentrez dans le magasin, puis on sait que vous aimez bien les chemises bleues, tel modèle, manches courtes et tout, et on vous propose ça. Et là, on est en train de vous enfermer parce qu'on va vous proposer que ça. C'est vrai que ça répond déjà un petit peu à votre besoin, mais vous n'allez jamais essayer du rose, puis vous n'allez jamais essayer une djellaba, puis vous n'allez jamais essayer je ne sais quoi comme autre vêtement ou quoi que ce soit, parce qu'on va vous encadrer et on va vous limiter votre champ. Alors pareil, avec Amazon, vous achetez un livre, on vous dit, ah, les autres qui ont acheté ce livre-là, ils ont acheté tel autre livre, mais bien souvent, c'est des livres sur le même sujet, du même auteur, et on vous fait… Moi, ma plus belle richesse de livres que j'ai découvert, c'est de me promener dans une bibliothèque et par hasard tomber sur un livre. Pas que l'intelligence artificielle m'a dit, bah voilà, monsieur Ananou, on vous connaît mieux que vous connaissez, et c'est vrai, et on va vous donner tous les livres à lire sur ce sujet-là ou sur cet auteur-là. Je vais commencer à restreindre ma créativité. Or, la créativité est une des aptitudes entrepreneuriales, et comme vous le savez, jusqu'à 2-3 ans, les enfants sont très créatifs. À 10 ans, à 3-4 ans, un enfant est créatif. 98% des enfants sont créatifs par nature. À 10 ans, ça tombe à 50. À 15 ans, il en reste plus de 10%, et je ne vous parle plus à mon âge. Et à 20-25 ans, il ne reste plus que 2% de créativité chez les gens. Donc, parce qu'on nous a mis dans un modèle. L'intelligence artificielle, vous allez voir, c'est que nos enfants à 3-4 ans vont ne plus avoir de créativité parce que déjà, on va leur donner une tablette et puis ils vont avoir l'habitude d'avoir les jeux qu'ils aiment bien, quoi que ce soit. Alors, c'est ça qui me fait peur. Alors, on va appeler ça le méta-besoin. Et quand on rentre maintenant en intelligence artificielle, c'est pour ça que ça me fait peur. Et d'un autre côté, je dis, mais c'est le super outil. Si j'arrive mieux à connaître les gens qui peuvent eux-mêmes se définir, quel pouvoir je vais avoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film-là avec Mel Gibson, où à un moment, il est dans la tête des femmes. Il sait ce que les femmes pensent. C'est le rêve de tout homme. Moi, ça fait 50 ans que je suis avec la même femme, j'ai encore du mal à la comprendre. Alors, si on a effectivement, alors j'appelle ça un méta-besoin. Pourquoi j'ai dit méta-besoin? C'est que les besoins sont complexes aujourd'hui. Alors, notre homme des cavernes, là, je pourrais dire à Esma, la pyramide, Maslow n'a jamais écrit une pyramide. Les gens utilisent la pyramide de Maslow et la hiérarchie, ce n'est pas vrai. Je connais des gens, moi, qui sont dans l'humanitaire, dans des zones très risquées ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas en sécurité, ils ne mangent pas, ils ne sont pas payés, mais au point de vue de leur estime d'eux, ils développent très bien. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, l'homme des cavernes, lui, pour boire, c'était simple. Il ne se posait pas, est-ce que c'est de l'évian bien fraîche, dans une bouteille en plastique, bien fermée, qui n'a jamais été ouverte? Il essayait de boire où vous pouvez avoir de l'eau. Il y a encore des gens dans des régions qui ont des problèmes comme ça d'approvisionnement en eau. Ils ne se posent pas trop de questions, de savoir si c'est de la Fiji Water. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une eau qui vient des îles Fidji, qui le demi-litre se vend à peu près 5 €. C'est plus cher que du pétrole, là. Donc, essayez de trouver, vous, si vous n'avez pas, comme aux îles Fidji, une nappe phréatique en Algérie pour vendre une eau. Vous avez beaucoup de sources. Ça, c'est une autre richesse qu'il faut que vous exploitiez. Vous avez beaucoup de sources, c'est mieux que le pétrole, parce que le pétrole, vous avez vu, ça fluctue. L'eau, il va aller en augmentant aussi. Alors, la molécule a été simple. Le besoin de l'homme de caverne, il était simple, boire de l'eau. Puis, avec le temps, ça s'est complexifié. Pourquoi? Parce qu'à un moment, si j'arrive, moi, dans n'importe quel pays ou quoi que ce soit où il n'y a pas d'eau, puis je leur dis, est-ce que vous avez besoin d'un robinet? Ce n'est pas du robinet qu'ils ont besoin. Je dis, est-ce que vous aimeriez ça, là? Avoir de l'eau à la maison quand vous voulez. Vous avez juste à tourner, puis l'eau arrive. Vous n'avez pas besoin de faire 3 km avec une cruche sur la tête pour aller chercher 10 litres d'eau, quoi que ce soit. Loi du moindre effort. On va me dire oui. Et on va être prêt à me payer pour ça. On va me donner une chèvre, on va me donner un chameau, un dromadaire ou je ne sais quoi, ou un bœuf, parce qu'on va me dire oui, ça va combler mon besoin.
Le besoin s'est complexifié avec le temps. Alors, on pourrait prendre la molécule d'eau, là, presque. Hein, c'est complexifié. C'est pour ça qu'on va arriver à un méta-besoin. Et aujourd'hui, nos besoins, et c'est pour ça qu'on ne crée pas des besoins, on crée des nouvelles solutions. Le smartphone, entre guillemets, aujourd'hui, voilà, on est rendu là. Notre smartphone, c'est quoi? C'est le couteau suisse des temps modernes. Avec ça, on peut tout faire, comme le fameux couteau suisse, qui est un couteau révolutionnaire parce que vous pouviez vous couper les ongles, vous pouviez limer, vous pouviez déboucher une bouteille, vous pouviez couper, vous pouviez… le fameux couteau suisse, il y a des couteaux suisses avec 26 lames. Aujourd'hui, notre iPhone, c'est le hyper couteau suisse avec 3 millions d'applications possibles. C'est le super outil qui vous permet de ne pas vous déplacer pour avoir quelque chose, de vous repérer, éventuellement de téléphoner. Ce n'est même plus un outil pour téléphoner, c'est beaucoup plus. Et donc, c'est ça le méta-besoin. Donc, quelqu'un qui a un téléphone intelligent, un iPhone, d'accord, c'est pour combler ce méta-besoin, c'est-à-dire la solution qui est le iPhone répond à un méta-besoin d'information, de disponibilité, de pouvoir se dépanner en tout temps, quoi que ce soit. Mais ça, l'homme des cavernes, lui aussi, voulait communiquer à distance, à titre d'exemple. Comment on le fait actuellement? C'est le rêve. Si vous aviez posé la question, il n'aurait pas pu vous dire oui, on va avoir une image, on va faire ça avec Zoom ou quoi. Mais qu'est-ce qu'il faisait, l'homme des cavernes? Tam-tam, avec la lumière, avec le soleil, avec un miroir, avec de la fumée chez nos Indiens en Amérique du Nord. À un moment, ça a été pas le téléx, comment, le télégraphe, tititi, tata, c'est sûr, pour dire ma chérie, je t'aime beaucoup ce soir et je pense qu'à toi parce que je suis très loin de toi. Ça devait être très long à faire avec des tititi, tatata ou quoi. Bon. Et puis tout ça, c'est accéléré, d'accord? Puis qui aurait dit il y a 20 ans qu'on pourrait communiquer comme ça à 300 personnes gratuitement? On se voit, on s'entend, c'est un rêve. On ne pouvait même pas l'imaginer, d'accord? Donc, mais pourquoi on a ce méta-besoin de communiquer, c'est complexifié, mais il existait. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un titre d'exemple pour l'heure. Ça, c'est autant de, même pas du Moyen-Âge, là, on était tout content, je peux vous dire, on n'est pas au centième de seconde, là. On est loin d'être au centième de seconde. S'il n'y a pas de soleil, vous n'avez pas l'heure, d'accord? Après, on a eu des sabliers, même chez les Égyptiens, il y a eu des sabliers pour mesurer le temps. On avait compris que c'était une denrée rare et à un moment qu'il fallait la mesurer. J'ai eu cette petite montre de mon grand-père quand j'avais 12 ans. Il m'avait offert sa montre de militaire. Donc, a été ça impressionnait mes copains. C'était plus pour faire le smart qu'autre chose parce qu'il fallait la remonter toutes les heures presque. Le ressort était foutu. Puis à un moment, on a eu la fameuse Timex. Ah, je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis sûr que je suis d'un âge certain, c'est que nous, arrivés à un certain âge, on offrait une montre à l'anniversaire d'un enfant de 12-13 ans. C'était un symbole que tu deviens mature, tu deviens un homme ou une femme. Là. Vous me suivez? C'était le symbole de la montre. Quand tu avais une montre, wow! Bon. Alors, à un moment, quand il y a eu parce que ça coûtait cher, même une montre, à un moment, la Timex, ça a été la vulgarisation pour tout le monde. Produit de max, pas cher, commençais à voir un petit peu. Après, ma petite fille, elle ne sait pas lire l'heure avec les aiguilles parce qu'on ne lui a pas appris. Elle me dit, mais pourquoi Pépé, tu veux m'apprendre ça? Ça ne sert à rien. C'est marqué 10h09 et 36 secondes. C'est encore plus précis que la tienne. D'accord? Puis aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Smart. D'accord? Si vous achetez même plus une montre pour avoir l'heure, c'est un bijou. C'est pour être à la mode. Vous avez la Smart de l'année, pour vous dire. Alors imaginez-vous l'évolution, le méta-besoin. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est à la limite, il me reste un étudiant sur 10, moi qui a vraiment une montre, et bien souvent, quand je leur pose la question, pourquoi as-tu une montre? Parce que tous les autres vont me dire, j'ai mon smartphone, j'ai l'heure, pourquoi j'aurais une montre? Parce que vous vous rendez compte qu'une montre ne donne juste l'heure, c'est tout. Ben non, aujourd'hui, une méta-besoin, une montre, ça ne donne pas juste l'heure, ça donne aussi ça. Alors j'ai un ami, moi, qui a une Rolex, puis comme je dis, arrête, Yvan, il s'appelle Yvan, tu n'es pas obligé de nous parler toujours comme ça avec ta main devant nous pour nous montrer que tu as une Rolex qui vaut 80 000 euros. D'accord? Bon. Mais lui, c'est pour ça qu'il a une Rolex. Ce n'est pas pour avoir l'heure, il a son smartphone. D'accord? Mais il veut nous la montrer. Et comme moi, je le connais, je dis, au moins, si tu l'as changé tous les 2-3 ans. Mais là, ça fait 10 ans, elle est amortie un peu. Tu pourrais quand même maintenant acheter une nouvelle. L'autre fois, j'étais à l'aéroport Charles de Gaulle. Je ne savais plus si c'était 8 000, 10 000 ou 90 000. Et je suis rentré dans le magasin, je dis, c'est combien? Elle me dit, non, monsieur, c'est 80 000, 90 000 et 100 000 euros. Parce que je ne voyais pas bien les zéros, là, j'arrivais mal à calculer. Alors voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, d'avoir ce type de Rolex,
Ce n'est pas juste pour avoir l'heure et la date. Alors, comment faire cette fameuse molécule du besoin, à part l'intelligence artificielle? C'est presque, j'ai honte aujourd'hui de vous parler de mon approche, parce que je dis, avec l'intelligence artificielle, on va avoir cette fameuse molécule. On va voir, quand je parle de molécules et de méta-besoins, les 27, 30, 40, 50 éléments qui composent le méta-besoin. Pourquoi une personne va acheter un produit ou un service? Alors, au départ, je demande à mes étudiants, j'ai mis A, B, C, D, E et point d'interrogation, ça pourrait aller jusqu'à Z, mais le point d'interrogation, c'est plus qu'une autre lettre, c'est de dire, est-ce que moi, je me suis aperçu qu'il y a aujourd'hui, chez les gens, un besoin non exprimé, mais qu'ils ont. Le côté, regardez, écologique, comment c'est arrivé, environnemental, équitable. Aujourd'hui, vous avez des gens là qui achètent des produits parce qu'ils sont équitables. Ça n'a rien à voir avec le produit en soi. Un chocolat équitable n'est pas meilleur ou moins bon qu'un pas équitable. Ça n'a rien à voir. Mais il y a d'autres aspects qui sont psychologiques. Donc, quand je parle de l'évolution de ce méta-besoin, c'est qu'il n'est plus dans le physique, il est dans l'émotionnel, il est dans le virtuel, il est dans le paraître, il est dans tout ce qui est intangible. Et c'est là que ça devient complexe à identifier. Notre homme des cavernes, quand il avait soif, c'était simple, il veut de l'eau, lui. Quand vous achetez une Fiji Water, mes jeunes étudiantes qui ont une bouteille de Fiji Water en classe à 5 € la petite bouteille, elles ont les lunettes Michael Kors, elles ont le petit sac Louis Vuitton, elles ont à HEC dans le parking quand je descends avec elles, entre guillemets, le cours est fini, elles ont la BMW décapotable, d'accord? Parce que si elles n'avaient pas un Fiji Water et juste une petite eau à quelques dirhams, dinars, on dirait le sac Louis Vuitton c'est un faux, c'est Michael Kors c'est un faux, et puis sa voiture c'est une voiture volée. Donc à elle, il faut que tout soit holistique. Puis c'est pour ça qu'elle peut se permettre, elle, de boire une petite demi-litre d'eau à 5 € la bouteille. C'est un tout. Alors voilà, d'abord, identifier ces fameux besoins. Alors là, je vous mets un tableau, j'ai un autre tableau que je vous dis, il s'appelle Max Neef, parce qu'à un moment, je voulais faire mon tableau de Mendeleïev, comme en physique, le tableau des besoins. Et ce n'est pas Maslow, oubliez Maslow. Et je tombe à un moment sur il a reçu presque un prix Nobel, c'est un chercheur, et qui avait fait le tableau matriciel, il y a 36 besoins de base, comme en physique. Vous avez les composantes, et après, avec ça, on fait du Kevlar, on fait des matériaux uniques qu'on a assemblés. Tout ce qui est autour de nous est un assemblage d'atomes. D'accord ? On n'a pas de l'oxygène comme ça, qu'on peut voir encore plus. Quand on prend de l'eau, c'est 2 gaz qui font de l'eau. Et c'est ça le côté méta-besoin et molécule. C'est pour ça que j'ai appelé ça une molécule. C'est que la combinaison des besoins entre eux font que c'est un méta-besoin. Quand je mange un gâteau au chocolat, je crois qu'on a parlé aussi de gâteau au chocolat tout à l'heure, si je ne mange pas une cuillerée de chocolat, une cuillerée de farine, une cuillerée de sucre, une cuillerée de ci ou de ça, il y a un mix qui se fait. Mais je mange un gâteau au chocolat. Donc, c'est ça mon méta-besoin. Donc, pour vous dire, tout à l'heure, je vous en ai parlé, sauver du temps. Pensez à chaque fois que vous répondez avec un produit à des besoins de ce facteur, est-ce que ça va sauver du temps? Ça a de la valeur pour les gens. Time is money. Je suis nord-américain. Time is money. Si vous sauvez du temps à des gens, ils vont embarquer, en plus de satisfaire d'autres éléments du méta-besoin. Deuxièmement, réduire l'effort. Je vous dis, ça, c'est le client, c'est dans son cerveau reptilien qui répond à ça. Si vous lui sauvez du temps et si vous lui sauvez de l'effort, et éventuellement, si vous lui sauvez après de l'argent, du coût, de l'argent, quoi que ce soit, il y a d'autres facteurs. Donc, vous voyez, tout ça, c'est l'aspect fonctionnel. Mais pensez après l'émotionnel, changement de vie, l'impact social aujourd'hui des entreprises, entrepreneuriat social, c'est d'autres valeurs. Ce n'est pas tangible, ce n'est pas le produit qui est meilleur ou pas. Je suis beaucoup en ce moment dans l'entrepreneuriat circulaire. J'ai des super exemples comme ça où les gens récupèrent des matériaux qui sont jetés et tout. Et c'est cet aspect-là qui est fondamental pour leurs clients parce qu'ils ont recyclé des choses. Alors, deuxièmement, une fois qu'on a tout identifié, tous les éléments de notre méta-besoin, en pensant qu'il y a ce point d'interrogation, peut-être qu'on en a même oublié. Puis si notre concurrent, lui, il a repéré le point d'interrogation qui actuellement là vaut quelque chose, il va passer devant vous. Parce que lui, il va. Alors, comment? Deuxième étape, on va aller, suivant notre clientèle qu'on veut viser,
Et l'idéal, je vous dirais tout de suite, c'est aujourd'hui, c'est que chaque client puisse faire son propre produit, dans le sens que vous êtes comme un buffet et lui, il va se faire son plat. Ça, c'est l'idéal. Vous allez combler bien son besoin. Encore faut-il que vous ayez tous les éléments du buffet là, qui va correspondre à ses besoins. Hein, parce que le méta-besoin est tellement complexe, bah, c'est ce qu'on appelle, nous, les buffets, quand on va dans des restaurants ou dans des, tout compris des hôtels où il y a les fameux buffets, et vous mangez ce que vous voulez, à la quantité que vous voulez, on va le voir, et à la vitesse que vous voulez, et dans l'ordre que vous voulez. Donc ça, si on n'est pas dans cette dynamique-là, on va essayer de viser. Aujourd'hui, il n'y a même plus des micro-marchés, c'est pour ça que je vous expliquais ça, c'est des marchés cellulaires, dans le sens c'est unique. Chaque client veut avoir son propre produit. C'est pour ça que tous les cellulaires qui existent sur la Terre, il y en a 3 milliards, il n'y en a pas 2 qui sont pareils. Parce que tout le monde a téléchargé une application parmi les 2 millions, donc exponentiellement, là, on pourrait avoir des milliards de téléphones différents en ayant ces 2-3 millions d'applications où chacun fait sa propre pizza. Alors, si on vise quand même plus un marché où on a identifié un méta-besoin, on va le mettre, nos éléments de ce méta-besoin, qui sont des sous-besoins, on va les mettre dans un ordre qualitatif, en se disant, le C, c'est ce qui est primordial pour la personne. Parmi tous ces sous-besoins qui forment son méta-besoin, si je n'ai pas bien le C, s'il n'y a pas du tout le C, oubliez ça. Même si j'ai tout le reste, oubliez. Donc, c'est un ordre qualitatif d'agencer les sous-besoins du méta-besoin. Je vous donne un exemple. Vous voulez un sorbet au citron. Ben, le C, c'est le citron. Ce n'est pas que du sorbet que vous voulez. C'est la saveur citron. C'est le parfum citron. Si je vous donne le même sorbet à l'orange ou au chocolat et aussi bon dans un beau cornet ou quoi que ce soit, vous allez me dire, c'est pas ça que je veux. Je veux du citron. Pourtant, dans un sorbet au citron, je peux vous assurer que la partie citron, elle n'est pas si importante. Mais elle est fondamentale qualitativement, mais pas quantitativement. Ce n'est pas un jus de citron congelé que je donne. C'est un sorbet ou une glace au citron. Alors là, vous les agencez et c'est là qu'on peut se tromper, peut-être dans notre agencement. Alors sûrement dans les premières lettres, donc les premiers sous-besoins de votre méta-besoin, de ne pas vous tromper. Et c'est là qu'il faudra amener une bonne solution qui comble bien. Donc vous avez un super citron, un citron qui vient de Sicile, biologique. On va rajouter le B. Ah, en plus, il est biologique. Peut-être pour cette personne-là, c'est important parce qu'elle fait attention à sa santé ou quoi que ce soit. Et vous allez les mettre comme ça. Alors, bien souvent, quand je vous parlais de ce fameux point d'interrogation, c'est que peut-être vous ne l'avez pas repéré, puis ce point d'interrogation, il est peut-être en deuxième position, pour ne pas dire en première. Alors, je vous donnais l'exemple de tout ce qui est équitable aujourd'hui. J'ai des étudiants, moi, ils disent « Ah non, moi, monsieur Ananou, j'achète du chocolat équitable, du riz équitable, des bananes équitables. » C'est un peu comme le bio. Alors, il y a Naturalia, j'ai un cousin, moi, qui a une filiale Naturalia, il dit « Claude, je suis tombé de Leader Price à Naturalia. Leader Price, les gens ne cherchaient que du prix, que du prix, que du prix, que du prix. Et maintenant, je suis avec Naturalia, les gens m'achètent les bananes 4 fois le prix de la banane parce qu'elle est bio. Ils m'achètent mes noix comme ça, ils m'achètent ma salade, mes pommes de terre, mes carottes, alors que moi, je négociais toujours pour Leader Price le plus bas prix pour les carottes. Là, je vends les carottes 4 fois le prix. Il dit, ça reste des carottes, mais elles sont bio. Donc, on va le voir tout à l'heure, ou on l'avait vu tout à l'heure, que le prix ne veut rien dire. Pour une personne qui veut manger bio, alors il m'explique, il dit, les gens mangent moins, mais mieux. Donc, ils ont un petit peu augmenté peut-être leur budget alimentaire, pas tant que ça, pas 4 fois plus, mais ils mangent plus sainement, un peu moins ou quoi que ce soit, puis ils ont comblé leurs besoins comme ça. Alors, une fois qu'on a mis cet ordre, on va mettre un aspect quantitatif, et c'est là qu'il faut faire attention. Comme un peu tout à l'heure, je vous expliquais le C citron, je ne mets pas beaucoup de citron, parce que si j'en mets beaucoup, ça va peut-être plus répondre aux besoins. La personne, il est trop acide, votre sorbet, on dirait que c'est un jus de citron pur. Bon, alors si j'en mets trop, si j'en mets trop puis que ça n'a pas plus d'effet pour mon consommateur, c'est que je suis en train de faire une dépense qui ne sert à rien. Pareil, si j'en mets pas assez, là, je ne vais pas combler son besoin. Donc c'est un dosage quantitatif. Et alors il y a toujours mon point d'interrogation, je vais vous l'exprimer sous une autre forme. Vous savez, Mercedes, les gens qui achètent une Mercedes en général, surtout un petit peu plus, pas dans l'ancien temps, mais il y a quelques décennies, on voulait montrer qu'on avait une Mercedes. C'est un peu comme, je vous dirais, une Rolls-Royce. Bon, alors c'était un Rolls-Royce du pauvre, entre guillemets, ou de la Bentley, et même de la Jaguar. Or, tous ces produits-là, Jaguar, Bentley, Rolls-Royce, Mercedes,
il n'y avait pratiquement pas d'autres constructeurs automobiles qui mettaient leur logo en 3 dimensions, hein, vous vous rappelez, sur le capot. Et assez gros pour que ça se voit, pour qu'on puisse voir tout de suite que j'ai une Mercedes. Hein, vous voyez, donc d'acheter une Mercedes, ce n'est pas juste la qualité. Si je veux que le regard des autres voit que j'ai une Mercedes, moi, hein, voit que j'ai les moyens de me payer une Mercedes. Un moment est arrivé, ce que j'appelle l'anti-besoin, c'est que les gens arrachaient ces fameuses enseignes là sur les capots. Et bien souvent, les gens qui avaient une Mercedes devaient aller retourner au garage, et ça coûtait très cher. Et souvent, ils avaient graffiné un petit peu, rayé un petit peu le capot et tout. Ça fait qu'à un moment, Mercedes a compris, aujourd'hui, il n'y a plus de Mercedes qu'à ça. Mercedes a fait comme toutes les autres marques automobiles, sur la calandre, ils mettent leur logo. Mais là, regardez, ils ne mettent pas un petit logo comme Toyota, Ford, GM, Honda, Hyundai, je ne sais quoi, Honda, bon, peu importe. Eux, il est beaucoup plus gros parce qu'ils savent que leurs clients veulent encore que les gens puissent percevoir de loin que c'est une Mercedes qui arrive devant moi ou qui est stationnée. Donc, regardez à Sétif, là, tous ceux qui ont une Mercedes plus ou moins récente, vous allez voir comment le logo, il est gros. Et regardez la petite Honda à côté ou la petite Peugeot au coin. Lui, il est plus petit parce que les gens qui achètent de Peugeot, Citroën, Honda, Toyota, ils n'achètent pas ça pour la marque spécialement, ils achètent ça pour d'autres éléments du méta-besoin. Je vous le donne sous un autre aspect. Nike, tous les produits Nike, c'est écrit en gros, ce n'est pas écrit en petit. Hein. Nike fait sur ses objets et tout, sur les chaussures, sur chacune des chaussures, il y a le sigle. Hein. Vous faites de la publicité pour Nike. On veut une casquette avec le sigle Nike, vaut 25 $, 25 €. Si vous achetez la même sans le sigle, de toute façon, les deux sont faites au Japon, elle vaut 3 $, 3 €. Mais c'est le sigle qu'on achète. Par contre, vous avez Lacoste. Ils ne vous mettent pas un gros crocodile sur le ventre. Votre polo Lacoste, parce que vous, c'est chic, mais on le voit quand même, ce petit logo Lacoste, pour montrer qu'on a un Lacoste, un Ralph Lauren le polo, vous voyez un petit peu. Donc ça, c'est… Alors, vous avez pareil avec Tommy Hilfiger. Eux, c'est écrit en gros, à leur couleur, tout le monde leur fait de la pub. Versace, c'est pas écrit en gros. Versace, en général, sur une robe qui vaut 10 000 $ ou sur un costume qui vaut 3 000 $. Hein, c'est une petite étiquette derrière et vous dites oui, c'est un Versace. Et il n'y a personne qui va vous dire montre-moi ton étiquette, c'est pour vous, vous savez que c'est un vrai Versace. Et c'est pour ça qu'on appelle ça même du dégriffé. C'est que Versace, à un moment, ils vont vous enlever juste ce petit bout. Vous vous rendez compte, cette étiquette-là, elle vaut 10 centimes, elle vaut rien. Je l'enlève, le costume qui était à 3 000 $, il vient de tomber à 1 200. C'est le même costume, la même taille, le même modèle, le même tissu, la même coupe, tout ce qu'on a. Juste, j'enlève ce petit bout, la Versace, parce que pour l'acheteur, lui, c'est ça qui est important. Il ne veut pas acheter un faux, il veut acheter un vrai. Hein. Alors, vous voyez, ça, c'est mon chiffre que je vais mettre dans mes sous-besoins à ce niveau-là. Pour vous illustrer ça, voilà aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, j'aurais dû dire il y a 2 mois, quand on achète un billet d'avion, ce n'est pas simplement pour se rendre du point A au point B. Il y a avant le départ, il y a pendant le vol, puis il y a après le vol. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces fameux low cost. Eux, ils ont tout compris, que les vieilles compagnies aériennes n'avaient pas compris, qu'ils ont commencé à dépecer, entre guillemets, le besoin des gens. Moi, j'ai mes filles qui voyagent juste avec un petit sac. Elles ne payent jamais pour la valise. Et vous avez une chance, Air Algérie vous donne 1 ou 2 valises. Nous, Air Canada, là, que j'aille en France, à New York ou quoi que ce soit, petit sac pour la cabine, valise, monsieur Nanou, 75 $. Allez, 75 $ retour. Vous voulez manger en vol? Tant. Comme j'aime dire presque à la blague, vous allez aux toilettes, j'espère que vous avez amené votre papier toilette, sans ça, c'est tant la feuille. Hein. C'est rendu comme ça le low cost, entre guillemets. Hein. Ils ont dépecé et en fait, après, vous faites, vous, votre billet d'avion comme ça vous convient. Vous achetez du première classe, vous avez boarding avant tout le monde, vous ne faites pas la queue avec les gens de classe touristique, hein. Vous allez avoir votre bagage qui sort plus vite. Virgin Airways, on va venir vous chercher peut-être même chez vous en limousine. D'accord? C'est toutes les choses. Alors, regardez comment ça peut être complexe aujourd'hui. Alors, je finis avec ça, parce que je vois le temps passer. Eh bien, aujourd'hui, le Covid-19, qu'est-ce qui nous amène? Eh bien, les besoins sont en train d'être chambardés. D'accord?
Moi, ma priorité aujourd'hui, c'est que je ne sors pas de chez moi, je me fais livrer tout. Puis je dis aux gens, vous me laissez ça devant la porte. Jamais j'ai été comme ça. Je suis une personne assez sociale qui aime parler aux gens et tout. Là, ce matin, je suis sorti 2 minutes pour aller me faire une prise de sang. On aurait dit un cosmonaute qui sortait à Nanou. Parce qu'à l'âge que j'ai peur. Vous savez, Montréal, on est une des villes un peu les plus touchées. Puis je ne suis pas suicidaire, donc je vais faire encore, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais mes priorités là, aujourd'hui, quand j'ai aujourd'hui depuis quelques semaines, là, ont complètement changé. Ma femme, on fait à manger, on fait 3 repas ensemble, on parle, je lis, je fais d'autres choses, je prends le temps à faire des choses que je n'avais jamais le temps de faire. Hein. Tous mes besoins ont complètement, mes molécules de besoins là ont complètement changé. Et c'est là qu'il y a des gens qui s'aperçoivent que ma molécule a changé et qui me proposent des solutions. Donc ma petite épicerie m'a proposé, on va vous livrer une chaîne, nous commander telle chose et tout, on vous prépare, on met ça pour le congeler, on a prévu, on vous amène ça dans du styrofoam, ça ne va pas décongeler et tout. Bon, ils ont compris parce qu'on s'inquiétait. Si je suis livré le dernier, moi, puis que le congelé. Alors, quelques mots. Plein de nouveaux besoins. Et c'est là qu'on est dans une période entrepreneuriale dingue. Tous les besoins des gens ont changé. Il y a plein de nouveaux besoins. Donc, il y a plein de solutions à apporter en les innovant. Donc, on va apporter des nouvelles hiérarchies des besoins. Moi, ce matin, je dis à ma femme, est-ce qu'on a bien des masques? C'est ça ma priorité, moi, ce matin. Pas savoir si ma voiture, c'est une Mercedes ou pas une Mercedes. C'est est-ce qu'on a des masques? Et j'ai dit à ma femme, tu vas te mettre en faire aussi un peu là, parce que je ne veux pas aller en acheter ou quoi que ce soit. D'accord? Alors la hiérarchie des besoins, je suis prêt à payer aujourd'hui ce que je n'étais pas prêt à payer hier. D'accord? Certains services ou certains produits. On remet les compteurs à zéro. Pensez à tous ces Airbnb, toutes ces grandes entreprises comme Uber ou quoi que ce soit, ils repartent à zéro. Pensez à ces compagnies aériennes là, qui repartent à zéro. Moi, demain, là, voilà, Zoom avait à peu près 3 millions d'utilisateurs, ils ont 300 millions. Ils sont devenus la compagnie aérienne, là. Vous vous rendez compte le nombre de billets d'avion qu'il aurait fallu acheter pour nous rencontrer tous à Sétif et les déplacements que ça aurait occasionné? Et Zoom, c'est pour moi une compagnie aérienne. Elle me déplace sans me déplacer, sans fatigue, sans changement horaire. Ça va amener plein de nouvelles solutions. On en parlait hier de l'innovation. Donc, il y a plein de nouvelles solutions à apporter parce qu'il y a des nouveaux besoins. Ce n'est pas des nouvelles solutions parce que je veux faire ça. C'est parce qu'il y a des nouveaux besoins. Et ça va valoriser, d'après moi, l'esprit d'entreprendre. Et c'est ce qu'on est en train de faire des études. Là, on sent que tout le monde est devenu un micro-entrepreneur de sa vie même. On est tellement avec nos besoins qui changent, on est en train de trouver des nouvelles solutions à comment vivre, comment travailler, le télétravail. Donc, même cet état d'esprit-là, j'en parlais avant-hier à une conférence à la Fédération des chambres de commerce du Québec, j'ai dit il faut qu'on surfe là-dessus, il faut qu'on alimente, et je félicite Ali de nous avoir fait ce forum parce qu'il est d'actualité. Il faut toutes ces petites graines-là qui sont en train de germer, il faut les arroser, il faut mettre de l'engrais. Pas que ça revienne et qu'on les étouffe sous une tonne de ciment ou quoi que ce soit. Alors, pour vous dire mon dernier mot, j'ai eu la chance en 2010 de rencontrer Mohamed Younous, le prix Nobel de la paix. Et je lui dis, bon, je vois souvent des étudiants, je parle souvent de vous avec des petits prêts, du microcrédit, comment vous arrivez à qu'une famille puisse se nourrir, envoyer ses enfants à l'école et tout. Est-ce que vous… Alors, ce n'est pas un message de moi, c'est un message de lui que j'aimerais vous passer, que je passe à mes étudiants. J'ai dit, quel message, Mohamed, tu aurais à passer à mes étudiants? Et voilà ce qu'il m'a dit, ne cherchez pas un emploi, créez-le. Et c'est ce que je fais avec mes étudiants. J'interdis à mes étudiants de soumettre leur CV à des offres d'emploi qui sont annoncées. Surtout, je les ai interdits d'envoyer des CV comme ça à 300 exemplaires. J'ai regardé avec les moyens qu'on a aujourd'hui, et pour aller dans le sens d'ESMA, on peut tout savoir d'une entreprise. On peut tout savoir de son dirigeant. Es-tu marié? C'est quoi ses hobbies? Quand est-ce qu'il part en vacances? Quand elle nous expliquait le billet d'avion ou quoi que ce soit. Si vous avez plein d'informations, regardez un secteur qui vous intéresse. Choisissez votre propre entreprise où vous aimeriez travailler, pour laquelle vous allez avoir un emploi, mais comme un entrepreneur. Donc, faites toute cette analyse, faites de la recherche, tout est là maintenant sur Google. Et à un moment, vous allez appeler ce président, vous allez savoir qui prend tel vol, vous allez essayer de prendre le vol ou être au moins dans la salle d'attente avec lui ou l'attendre quand il revient et dire, regardez monsieur, moi j'ai étudié votre entreprise. Je crois qu'il y aura un marché au Kazakhstan parce que je suis d'origine kazakh, je parle kazakh, j'ai encore de la famille là-bas, puis on ne vend pas votre produit. Et moi, je serais prêt à le développer. Ou ça pourrait être dire, regardez, vous jetez tel produit ou quoi que ce soit. À titre d'exemple, celui qui s'appelle David Côté et multimillionnaire, lui, juste dans le circulaire,
imaginez-vous, c'est une personne qui a été voir Yum Yum qui font les chips, d'accord? Il a été les voir, il dit, vous jetez combien de tonnes d'épluchures de patates? Hein, il a été se renseigner et tout. Et ça, c'est une fabrique de chips, donc ils en jettent des épluchures. Et ils récupèrent ça pour faire du gin, d'accord? Et avec ça, il fait du gin parce qu'il fait macérer les épluchures de patates pour faire un gin. Donc, alors ça s'appelle Loop, L-O-O-P, vous pourrez aller voir sur Google. Là, maintenant, il est rendu le pain avec les grandes surfaces. Nous, il y a des accords entre les grosses boulangeries industrielles qui ont des accords ils récupèrent le pain vendu pour avoir toujours du pain frais. Il a été voir comme ça la compagnie de pain. Il dit combien vous jetez de tonnes de pain récupérées et tout. Il dit ben, par an, ça représente. Il dit est-ce que vous seriez prêt à me les donner? Oui. Avec ça, il fait de la bière. Alors vous allez me dire, il n'est que dans l'alcool, pas du tout, parce qu'il a commencé son premier truc avec le plus gros grossiste de fruits et légumes de Montréal, qui jetait des tonnes de fruits et légumes plus vendables dans le réseau, pour les détaillants même, et que ça lui coûtait pour payer les poubelles qui venaient chercher des containers de poubelles. Il a récupéré et il a commencé lui à faire des jus pressés à froid. Pour vous dire, il n'est que dans le recyclage. Il regarde partout où c'est que des gens jettent des choses et que ça leur coûte même de l'argent. D'accord? Ben, créez votre emploi comme ça avec une entreprise et vous allez apporter quelque chose et la personne va tout de suite vous dire si ça a de l'allure, ben, je vais vous engager. Vous avez pensé à ça, vous avez les connaissances, la formation, le réseau et je vais vous faire même une spin-off, on va monter une filiale avec vous. Alors, je vous remercie et j'espère ne pas avoir été trop long. Merci beaucoup, Claude, pour cette belle présentation qui va permettre certainement à plusieurs jeunes d'initier et d'entreprendre des projets innovants et de projets qui peuvent créer de la richesse pour notre pays. Donc, sans tarder, je pense qu'il y a quelques questions pour vous. Alors, il y a une question très importante, Claude. Pour une start-up, par définition, est une aventure qui a bien entendu un risque. Donc, le risque est fait partie de l'entrepreneurship start-up. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas le fait d'être une start-up, ce n'est pas de faire quelque chose qui est innovant, qui est risqué ou pas risqué. C'est vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre par rapport à gagner? J'ai un exercice comme ça que je fais avec mes jeunes. Je leur dis, j'ai un boulier avec 100 boules. 99 boules blanches et une boule noire. Puis je dis, maintenant, à l'aveugle, vous allez me tirer une boule. Si vous me tirez une boule blanche, je vous donne 1 million d'euros. Qui c'est qui est prêt à tirer? Et là, j'ai quelques mains qui savent. Je dis, ouais, vous êtes dangereux parce que vous auriez dû me poser une question. Et si je tire, alors je leur dis, vous auriez dû me poser une question parce que si vous tirez la boule noire, je vous tue. Et là, est-ce que vous jouez ou pas là? Parce que souvent, ceux qui ont levé la main, là, ils disent, ah ben non, alors si c'est pour mourir, je ne suis pas prêt à jouer ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Alors, après, je dis, je peux augmenter soit le gain, soit baisser la perte. Si je dis pour 10 millions d'euros, toujours 99 boules blanches, une boule noire. Ah, il y en a qui me disent, ah ben là, pour 10 millions, peut-être. Il y en a encore qui me disent, non, moi, monsieur, pour ma vie, là, ça ne vaut pas 10 millions, j'y vais pas. Donc, vous voyez, ce n'est pas une question statistique, probabilité de tirer une boule ou pas. C'est par rapport à la personne, elle ne veut pas mourir. Alors là, je peux diminuer la perte. Je dis, vous avez 1 million, je vous coupe un bras. Et là, tenez-vous bien, j'ai des gens qui étaient prêts à mourir pour 1 million, mais couper un bras, non. Parce qu'il dit, moi, je ne veux pas vivre toute ma vie avec un bras en moins. Hein, donc, vous voyez la sensibilité. Ce n'est pas donc une question de tirage de statistiques, de probabilité. Donc, pour vous répondre, le risque n'existe pas. C'est qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre parmi les 7 éléments et vous allez entreprendre ou pas. Et c'est sûr que moins vous êtes sensible à la perte, plus vous allez démarrer rapidement, démarrer plus gros, d'accord, démarrer de façon plus dans l'incertitude et de vous lancer, d'accord. Et comme on aime dire, souvent un entrepreneur, il jette du haut de la tour Eiffel et il construit soit son avion, soit au moins son parachute durant la descente. Hein. On ne sait pas exactement. Donc, ce n'est pas une question, mais c'est mon samouraï. Quand il va à la guerre, lui, ce n'est pas un kamikaze. Il ne veut pas mourir. Il veut gagner. Et c'est là qu'on met le focus. Parce qu'il faut comprendre que quand vous faites cette analyse des 7
sensibilité à la perte, c'est de se mettre dans la tête, de dire, c'est de démarrer à votre niveau, de votre sensibilité, puis de dire, je suis prêt à le perdre ça. Donc, vous ne jouez plus défense. Vous savez, c'est comme une équipe de foot, là. Si elle fait trop sa stratégie avant le match, puis après 3 minutes, elle perd déjà 3-0 et elle avait dit, on va jouer défense, ben maintenant, il faut qu'il change. Bon. Alors, quand on rentre sur le terrain, là, d'accord, il n'y a pas un risque qu'on perd. On est prêt à perdre. Sans ça, il n'y a personne qui monte sur le terrain. Même les grandes équipes, elles savent qu'elles peuvent perdre. Alors, est-ce que tu es prêt à perdre? Et puis la notoriété, c'est sûr quand le Barça il perd un match, c'est pas pareil que quand c'est une division 2 française qui perd un match. Je vais juste donner la parole à Arslan Mamri, Oui. donc diplômé de l'école INCG et qui travaille maintenant sur le club entrepreneuriat de l'INCG. Donc, bonsoir à tous. J'ai l'honneur d'assister avec vous, de retrouver mes professeurs et mes consultants d'avant. Alors, ma question pour Claude, qui a toujours été la question lors de nos conférences. Donc, Claude, j'aimerais bien que tu nous parles un peu du guérilla marketing qui pose un énorme problème aux jeunes qui veulent entreprendre en Algérie actuellement. Donc, c'est vraiment un sujet que j'aimerais bien que tu partages avec eux. Moi, j'ai un peu d'idées à ce sujet, mais j'aimerais bien que les autres s'enrichissent à ce sujet. Merci, Claude. Alors, le terme guérilla marketing ne vient pas de moi, naturellement. C'est, comme je dis, entreprendre, c'est un petit peu comme c'est Rambo. Hein, on est tout seul, on n'a pas beaucoup de ressources. D'accord ? C'est sûr, dans mon plan d'affaires, je vais dire, oh, je vais faire une campagne de marketing, je vais acheter tant de pages dans le journal du coin, dans le quotidien, des émissions de radio, à la télévision, je vais faire de l'affichage, je vais mettre de la PLV dans les lieux de distribution. Tout ça, ça coûte cher. Peut-être c'est même pas la bonne façon de faire ou quoi. Alors, le guérilla marketing, c'est de faire du marketing sans argent. Hein, quand je vous disais tout à l'heure, on n'a pas besoin, parce que si vous avez fait votre plan marketing de publicité avec une stratégie marketing et tout, il vous faut beaucoup d'argent pour démarrer. Hein, bien souvent, moi, j'ai vu des gens comme ça, pendant 3 jours, je vais mettre une page dans le journal. Si après 3 jours, tu n'as pas de clients, c'est fini. Parce que le journal, c'était un quotidien, il se jette, t'es foutu. Alors, guérilla marketing, à titre d'exemple, on parle de publicité, mettons dans les médias. Aujourd'hui, on a tellement de médias, partout où je passe, moi, j'arrive toujours à passer à la télévision, à passer avec, comme je présente des choses un peu nouvelles, les médias sont toujours friands de ça. Si demain, vous arrivez avec un projet qui répond bien à un besoin, avec une solution qui est bien adaptée, les médias vont vous faire passer à la télévision, ils vont faire un reportage sur vous, d'accord ? Gratuitement, d'accord ? Et ça va être mieux qu'une publicité, parce que là, c'est le journaliste qui parle de vous d'une façon très positive. C'est mieux que de dire on est les meilleurs, on a le meilleur prix ou quoi que ce soit. Le guérilla marketing, c'est un moment de s'associer avec un autre partenaire, pour jumeler un petit peu qu'on est complémentaires. Donc, ça vous coûte soit beaucoup moins cher, soit éventuellement, même, il va vous utiliser. Alors, il va dire, oui, moi, j'utilise tel produit. Parce que, bon, vous allez lui avoir fait un prix peut-être dans votre service ou dans votre produit ou quoi que ce soit. Alors, pensez, tout ce qui est guérilla marketing, c'est une façon de faire du marketing sans le dépenser. Tout à l'heure, je vous expliquais le crowdfunding. Pour moi, le crowdfunding, c'est du marketing dans le sens quoi? C'est de dire, parce que souvent, c'est mal utilisé le crowdfunding. Quand on commence à vendre à 50% les 250 premières unités, ça, c'est une erreur. Vous venez de casser votre prix et vous venez de fixer un prix beaucoup plus bas qu'après et ça ne vous dit pas si les gens achèteront à 100% du prix. Par contre, de faire un petit crowdfunding, ça vous permet de voir d'abord si votre produit comble un besoin. Parce que si des gens sont prêts à vous financer, moi, c'est ça que je préfère. C'est carrément le financement. Je vais vous donner 10 $. J'ai des étudiants, je dis combien tu as d'amis sur Facebook? 1000. Mais ça, s'il n'y en a que 200 qui te donnent 10 $, ça te fait déjà 2000 $. Tu as 2 fois plus qu'il faut pour démarrer. D'accord? Puis tu vas voir si c'est des vrais amis déjà. Alors, avec, mettons, Facebook ou crowdfunding, vous allez voir si vous correspondez déjà bien à un besoin. Vous allez avoir des gens même qui vont vous dire, moi, je vous donne 50 $ parce que je veux que vous démarriez, parce qu'un jour, je veux pouvoir m'approvisionner chez vous, parce que vous comblez bien mon besoin. Vous ne m'avez même pas vendu mon produit. Regardez, ça, c'est une façon pour moi de faire pas des études de marché. Je vais vous expliquer la plus basique des études de marché que je fais toujours avec mes étudiants. Je crée une entreprise, moi, en 3 heures. D'accord ? 3 heures, pas je crée, mais je vais voir s'il y a un marché. Première page. Avez-vous
ce besoin. J'envoie ça sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Avez-vous ce besoin? Oui, cliquez pour aller sur mon site. Vous arrivez sur la page de mon site, vous avez tel besoin, cliquez en bas, oui ou non. Les gens cliquent oui. Je dis voilà maintenant ma solution. Ta, 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 ta. Est-ce qu'elle vous intéresse ou elle ne vous intéresse pas? Oui ou non? Non? OK. Oui, les gens mettent. Voilà combien ça coûte. Êtes-vous prêt à acheter? Oui ou non? Les gens me disent non, j'ai mis un prix, éventuellement, moi c'est pour tester mon prix. Pas à moitié prix, mon prix que je pense vendre. Oui, non. La personne dit oui. Maintenant, remplissez la carte de crédit pour acheter et tout. Et au moment qu'elle va pas valider, je dis nous sommes sold order ou nous sommes. C'était juste pour faire un test. Nous vous rappellerons. Alors les gens me disent mais tu vas te brûler. Je dis pas du tout. Si la personne était rentrée jusqu'à la dernière étape à me mettre son numéro de carte de crédit, à valider qu'il était prêt à acheter, j'ai du poisson dans le lac. Il est là, le poisson. Il ne va pas disparaître. Le besoin, il ne va pas disparaître demain parce que je l'ai amené en 4 étapes. Ça, c'est 4 pages sur un site internet. Ce n'est pas plus compliqué. C'est 10 fois mieux que de faire un focus group qu'on m'a des fois invité à 10 heures du matin manger une lasagne dans un cubicule. On me disait, celle-là, es-tu meilleure que l'autre? C'est quoi votre truc là? Moi, une lasagne, je mange ça chez l'italien, avec de la décoration italienne, avec un serveur italien. C'est que ça qui a le goût italien, la lasagne ou la pizza. Ce n'est pas à manger dans un cubicule comme un robot à 10 heures du matin de la lasagne. Ça, c'est vos meilleures études de marché. Elle est concrète sur le terrain. Puis vous allez repérer les IP des gens et tout. Vous allez repérer leur adresse. Vous avez déjà là un potentiel de clients. Alors voilà ce que c'est de faire du marketing guérilla, hein, sans argent. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y a Lotfi qui va intervenir la dernière. C'est Lotfi. Parce qu'on doit commencer, on est en retard. Vas-y. Lotfi. Professeur Lotfi. Non, je n'ai pas de questions spécifiques. Je peux ça date de plus tôt. Je vous demande pardon. Mais Claude, c'était une présentation fantastique. Je te félicite pour ça. Merci. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Merci beaucoup. On va donner à Menad et Souhila. On va prendre juste 2. Menad et Souhila et c'est bon. Menad, تفضل. C'est Menad. Vous m'entendez? Rapidement, s'il vous plaît. Marhaba. Voilà. Merci bien pour la présentation et l'initiative. Donc, ma question est la suivante. Pensez-vous que, en commençant une carrière d'entrepreneur dans cette période, disons, délicate un peu, risquée, sachant que certaines personnes remettent en question l'aspect de salariat en fixant un tel salaire pour l'avoir dans la fin de ce mois, etc. Et surtout en Algérie. Voilà. Merci, Simonad. Merci. Alors, Covid. Deuxième question, comme ça, Claude, vous allez répondre sur les. Ok. Oui, là, Bou Ahmed. Bonsoir tout le monde. C'est celui de Ouegla, l'extrême sud d'Algérie. Alors ici en sud, ils me disent toujours pourquoi ne pas investir dans le domaine pétrolier alors qu'on a d'autres domaines à investir. Mais le problème, l'extrême sud, on est un petit peu loin de l'internet et du développement et tout. Donc pour pousser une femme, parce que je travaille beaucoup dans côté femme, foyer et tout, pour pousser une femme qui a l'habitude de s'asseoir à la maison et de faire une femme au foyer en général, pour la pousser, pour créer une entreprise à partir de sa maison, c'est un petit peu difficile. Donc, que dois-je faire? Ou bien, comment on peut pousser une femme au foyer à créer sa propre entreprise? Et merci. Alors, merci. Je vais commencer. Il y a un troisième, parce qu'il n'y a que 3, donc on ne va pas le laisser. Abdeslam. Oui, bonjour. J'appelle des États-Unis. Je suis dans le domaine de développement de produits et de l'innovation. J'ai bien aimé la conférence.
de M. Ananou et surtout cette métaphore ou cette comparaison du passage du pirate au corsaire. Et moi, je dirais, puisque je suis dans le domaine, je dis à mes compatriotes algériens, ne vous gênez pas de faire du reverse engineering, de copier et d'améliorer et de ramener une amélioration pour aller chercher du marché, des parts de marché des fabricants de services ou des gens qui offrent des services. Faites-le, tout le monde le fait. Microsoft est le plus grand et le plus notoire dans cette affaire-là. C'est juste un commentaire, c'est tout. Ne vous gênez pas, faites-le. Je vais répondre à Abdeslam d'abord. C'est pas de faire ça tout le temps non plus. Hein. C'est ça que je voudrais pas faire de vous juste des gens qui piratent, hein, comme je vous ai dit. Mais au départ, effectivement, bien souvent, c'est ça qui va permettre que le bébé naisse et que le bébé puisse se développer. Moi, j'ai ma fille qui est en propriété intellectuelle comme avocate à Londres et tout, là, des grandes bagarres, si vous saviez, entre eux, là, comment ils se volent, entre guillemets. Mais là, ça devient un moment de… Je ne veux pas dire même le mot vol, là. Alors, quand vous me dites, prenez si c'est pour démarrer, c'est pour faire démarrer le bébé, la graine, que posez, et puis que vous prenez un peu d'eau du voisin pour arroser la graine pour qu'elle démarre et qu'elle ne sèche pas, ça va. Mais après, faites votre pipeline d'arrivée, votre irrigation, votre propre irrigation. Parce qu'au début, c'est dur, on ne peut pas tout avoir. C'est pour ça que quand je vous dis on démarre, on fait du guérilla marketing, mais j'aurais pu vous parler aussi du financing marketing du guérilla financing qui va être presque après moi, là, je crois, pour faire un passage à une prochaine conférence. C'est faire avec peu. On peut démarrer avec peu. C'est pour ça que quand je suis dans des pays, on dit « Ah, mais vous êtes riche en Amérique. » Mais je dis non, ce n'est pas une question de richesse. Alors, pour répondre à la jeune fille, en région, là, moi, je suis au Maroc, là, le ministère du Tourisme et le ministère aussi de l'Emploi m'ont engagé pour former des gens. Effectivement, dans le sud marocain, en région, quoi que ce soit, parce qu'ils savent que c'est le seul moyen que ces régions se développent par leurs propres habitants. Il n'y aura pas d'investissements étrangers qui vont arriver spécifiquement dans ces zones-là et de stimuler cet esprit d'entreprendre. Et là, on m'a dit, M. Ananou, on préférait avoir votre approche. Allez-moi un peu formaliste que est-ce qu'on va leur donner des cours de business plan, de comptabilité, de marketing, de gestion des ressources humaines à ces gens-là. On va les faire paniquer. Ils vont venir 3 minutes, ils vont tous partir. Des fois, même les gens sont illettrés ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez, moi, dans mon approche, on appelle ça une approche effectuale. On fait avec qui on est, avec ce qu'on a et où on est. Alors, l'autre fois, je ne sais pas si vous êtes dans le coin de Biskra, j'étais à Biskra, pareil, ils sont un peu éloignés. Je dis, attendez, il y a des choses. Je dis, comment ça se fait que je mange les meilleures dates à Biskra, elles ne sont pas à Montréal, ces dates-là. J'ai des dates californiennes ou quoi que ce soit, c'est une question, mais comprenez que moi, quand j'achète mes dates à Montréal, on a une question d'hygiène, il y a une question de packaging et tout. Pensez à mon besoin de Nord-Américain qui veut acheter des dates. Mais le produit, au départ, vos dates, elles sont parfaites. Maintenant, si vous ne mettez pas ça dans une belle boîte et que ça fait un petit peu cafouillis, un petit peu là, et pas dans nos standards, entre guillemets, de présentation, je dis, je ne vais pas vous acheter. Parce que ça, c'est plus important. C'est aussi bête que ça, c'est plus important que la qualité de la date. Je veux être sûr que c'est très hygiène, il y a ici, il y a ça, là, bon. Bon, alors vous me comprenez. Alors, dans votre région, c'est pour ça que je dis avec notre approche, il y a toujours des choses à faire localement. Regardez, avec le Covid, c'est ce qui va arriver. Tout le monde va revenir à du local. Hein. Nos approvisionnements locaux, notre distribution locale, on va redonner de la valeur. Donc, tous les gens qui pensaient mono business, mono étatique, tel État il fait que ça, puis l'autre pays il fait que ça, c'est fini là. On a une vague là qui dit oh, on revient à des choses un peu plus locales. Donc, on ne va pas importer les masques, vous avez vu en France et ailleurs, là on commence à tous à remonter nos propres usines de masques. On ne veut plus être pris avec une prochaine épidémie, c'est la panique. Pourtant, un masque, ce n'est pas de la grosse innovation technologique quand on y pense. Donc, pensez à chaque région où vous êtes, l'environnement, il y a des spécificités, il y a des besoins spécifiques à votre région qui n'existent pas dans d'autres régions. Commencez vous-même à les combler parce que vous êtes les mieux placés pour bien comprendre cette molécule du besoin. Moi, en tant que Québécois de Montréal à 12 000 km de chez vous, je ne connais pas votre région. Il faudrait que j'y habite, il faudrait que je vous pose des questions, d'abord de l'empathie, que je vous regarde, juste de vous regarder. Ça s'appelle l'ethnologie. Moi, je suis très fort sur l'ethnologie. Je ne suis pas là pour juger comment il marche.
Comment ils font? Comment ils se parlent? Qu'est-ce qu'ils font? Je regarde, je ne suis pas là pour juger. D'accord? Pas de l'anthropologie, de l'ethnologie. Alors, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Et puis, la première question, c'était sur le temps. Je ne sais plus, Ali, là. Monsieur, tu m'en as donné 3, j'ai marqué vite le mot temps. Non, non, troisième, c'était juste une remarque, ce n'est pas une question. Ah bon, oui, pour la première. Il n'y a pas de temps. S'il y avait une personne qui m'avait dit pour le temps. Le salarié, là, oui, il a dit comment salarié, je peux. Sa question. Ah oui, oui, ça va, ça me revient, j'ai mis le mot temps. Est-ce qu'actuellement, avec cette Covid, d'accord, c'est le temps de démarrer? Ben oui, pour ma dernière slide, ma dernière diapo, d'accord, les besoins, des nouveaux besoins sont là, les anciens viennent de disparaître pour pas mal de gens, d'accord, donc il y a des nouvelles solutions qui sont là. Bien souvent, des leaders de marché sont ramenés à zéro, là, ceux qui étaient devant, qui étaient partis là, avec leur TGV, là, on les a ramenés à zéro, il n'y a plus d'électricité, le TGV, là, pensez aux compagnies aériennes, à plein de compagnies à droite, à gauche, c'est la panique générale. Regardez, notre fleuron québécois, le Cirque du Soleil, pour ceux qui connaissent, fleuron québécois, 8 spectacles permanents à Los Angeles, 20 troupes dans le monde, au bord de la faillite en 15 jours. Au bord de la faillite, voilà, le gouvernement hier vient de dire on va mettre 200 millions pour sauver le cirque. Il y a 3 mois, Guy Laliberté a vendu ses 10 derniers pourcents. Lui, il a vraiment la baraka. Il a vendu à notre caisse de dépôt 10%, il avait déjà vendu le 90% avant. Il a vendu le 15 février les 10 derniers pourcents, 150 millions de dollars. Là, il est en train de dire maintenant, je vais vous racheter, vous êtes en faillite. Il connaît sa boîte, puis il leur a vendu la boîte. Hein, pour vous dire le timing des fois. Et demain, je peux remonter moi un Cirque du Soleil parce que le Cirque du Soleil actuellement, il est en faillite. Donc c'est le moment, c'est le moment. Il n'y a plus de gros joueurs qui étaient là avant nous et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus à la case départ. Et ça, c'est un avantage. Merci beaucoup, Claude, pour cette présentation.